Je trouve que sur Internet, c'est pas bien expliqué le métier de marchand de biens. Si tu veux, moi j'ai pris ça comme un jeu quand j'ai vu que je prenais 20 000 € en 1 heure sans décaisser. Donc j'ai pas mis d'argent, j'ai revendu sans faire de travaux 20 000. Je me suis dit si je fais 20 000, je peux faire 50 000. Si je fais 50 000, je peux faire 100 000. Et je peux faire 1 million de marge en 1 heure. On est passé de pas d'annonce à 1 million 100 000 annonces actives, dédupliquées que j'ai achetées en stock. Dis-toi qu'il n'y a pas de réponse à toutes tes questions. Des fois, il n'y a pas de réponse et c'est ça qui est génial. Moi, je suis le genre de mec, je paye pour apprendre. Alors c'est facile à dire, mais au début, il faut passer à l'action. Et peut-être qu'avec ces 10 000 que tu as gagné, tu vas payer pour faire quelque chose et tu vas apprendre. Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Les Leviers de la Liberté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent. Comment ça va, Florent ? Parfait, super, merci pour ton invitation. Tu viens d'où déjà, Florent ? Je crois que c'est Rhône-Alpes, toi, c'est ça ? Ah non, là, je viens du 19e arrondissement, là, je suis venu pas très loin, là. Oui. Non, j'ai un accent chantant, je viens de Narbonne à la base, je suis né à Narbonne, mais je suis pas très loin, je suis venu te voir, je suis juste à côté, là. Oui, c'est vrai, t'es en formation, c'est ça, là ? Raconte-moi un peu. Ouais, en fait, j'ai lancé suite à un obstacle, parce qu'on dit souvent que l'obstacle est le chemin. En fait, j'ai essayé de vendre mon appli, et le fait de ne pas avoir de client en face, ou le fait de ne pas avoir de valeur, en fait, j'ai proposé à des marchands de biens d'adhérer à mon offre sur laquelle, en fait, ils ont une journée ultra opérationnelle avec moi. Donc, j'ai passé une journée aujourd'hui avec marchand de biens sur le 93, département 93. D'accord. Bon, on va creuser tout ça. Vous avez compris, ça va parler marchand de biens aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que quand on fait de l'immobilier au début, un peu d'investissement locatif, après peut-être un peu de promotion, le marchand de biens, je le vois un peu comme le next tech pour moi, et je le vois un peu comme le truc vraiment des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et pour moi, c'est un peu l'image de aller faire des gros coups en y passant très peu de temps. C'est très rapide. Donc, je suis hyper excité d'apprendre avec toi un peu, parce que je découvre aussi, moi, le métier de marchand de biens depuis quelques temps. Depuis un peu que tu m'en as parlé, qu'on s'est eu aussi au téléphone, j'ai creusé un petit peu. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Ça va être super cool. La première question que je vais te poser, c'est comment t'es tombé dans le bain de l'immobilier ? Comment t'en es arrivé là ? Alors, je suis tombé dans le bain de l'immobilier, on va dire que inconsciemment, mon père est maçon, donc on va dire qu'il est dans l'univers de l'immobilier, donc il est maçon, et en fait ça a été le déclic, ça a été une rencontre avec deux businessmen dans la rue de 60 ans qui m'ont dit si tu veux être riche, Flo, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Donc j'ai pris mes jambes en mon cou, je suis allé voir la première agence et j'ai acheté 2 studios à l'âge de 20 ans, donc un que j'avais pas visité, donc je suis tombé à l'âge de 20 ans dans l'immobilier suite à une discussion avec deux businessmen. Ok, intéressant, mais à ce moment-là, t'étais quoi ? T'étais salarié, t'étais étudiant, c'était quoi ton... Ah ben j'étais militaire, donc Ok. j'avais 20 ans, donc j'avais 2 ans de PACO, comme on peut dire, donc j'étais engagé volontaire dans l'armée de terre, donc ça faisait 2 ans que j'étais sous contrat, donc j'étais brigadier, caporal, en fonction de l'arme. Donc oui, j'avais un salaire de, je sais pas, à l'époque ça devait représenter 1 200, 1 300 € par mois, et donc je me suis acheté 2 studios au prix de 180 000 francs les deux. Ok, c'est intéressant parce que je vois beaucoup de personnes ne pas forcément se lancer dans l'immobilier en pensant qu'il faut être riche, qu'il faut du gros capital. Et plus je rencontre d'immopreneurs, et puis je me rends compte que ceux qui réussissent à faire des opérations, c'est pas forcément les plus riches, mais plutôt ceux qui ont compris un peu les mécaniques de levier, les mécaniques d'emprunt, et qui osent prendre des risques. Donc je trouve ça hyper inspirant pour ceux qui nous regardent, de savoir que finalement, avec un salaire de 1 200 €, en fait, tu peux démarrer à hauteur de ton capital. Et ça, je trouve que c'est un super message. Et du coup, une fois que tu as acheté ces 2 studios, après, les opérations d'après, tu t'as mis combien de temps à les répéter ? Est-ce que tu t'es lancé tout de suite ? Ça a été quoi ensuite le parcours ? Le parcours, après, il y a un gros vide, puisque l'armée, ça me prend la vie, ça prend la vie, c'est un métier de vocation, c'est l'amour de métier. Et en fait, donc non, il se passe quand même 4 ans de vide, 4 ans où j'investis pas, parce que c'était l'occasion qui m'a amené à passer à l'action. Et la prochaine étape, c'est donc j'arrête l'armée, une réforme, et donc j'achète ma première maison à rénover sans visiter. Donc c'est ça la prochaine étape, le jour où j'arrête l'armée, j'achète sans visiter une maison à rénover. Ouais. Et une RP, du coup, tu t'es lancé dans une RP à ce moment-là ou... Alors c'était une RP, on va dire un RP un peu déguisé quoi. À l'époque, c'était juste le moyen de pouvoir accéder au financement. Donc pour la petite histoire, les 2 studios, je les avais vendus. Je me suis rendu compte que déjà en 98, je me suis rendu compte que le petit cash flow positif, c'était pas pour moi. Donc j'ai tout de suite vu que ça allait être trop long et que c'était pas forcément un grand intérêt, même si ça me permettait de gagner 100 ou 200 € de plus par mois. Donc l'idée, c'était d'acheter la maison, la rénover, la revendre, tout en y habitant quelques temps. Ok, super. Donc, dès le début, comment tu as compris qu'il y avait d'un côté la stratégie du cash flow, de l'autre la stratégie de la plus-value ? Il y a souvent une opposition entre ceux qui font du cash flow, ceux qui font du patrimonial. Pourquoi c'était trop lent le cash flow pour toi ? Parce que tu aurais pu te dire finalement, j'en ai fait 2, je vais en faire 30. Et en fait,
plus 200 euros par mois, fois 30, t'arrivais à 6 000 euros par mois. J'en vois beaucoup qui sont dans cette optique. Pourquoi ça te plaisait pas, toi? Alors au début, je sais pas que ça me plaisait pas, c'est que je me suis dit, waouh, je parle à une clientèle qui forcément, bon, tu te doutes que voilà, c'était des petits studios, une petite clientèle, donc c'est des gens, voilà, de niveau social compliqué à gérer, donc voilà, déjà, c'était déjà de la gestion de la charge mentale pour moi. Moi, j'aimais ce côté, le fait d'arrêter l'armée, c'était l'ouverture et la liberté, donc du coup, me dire que potentiellement, j'allais gagner 35 000 euros sur une opération, 35 000 euros, pour moi, ça faisait plus sens, surtout que j'étais en galère et que je me retrouvais sans oseille, donc 35 000 euros, c'était plus que 600, donc j'avais besoin de régler un problème présent. Et là, le plus 35, c'était dans ton prévisionnel, c'était ce que tu avais en tête en achetant l'ARP, en la rénovant, en la revendant, c'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, c'est parti très simple. J'ai acheté sans visiter parce qu'à l'époque, il y avait les Logic Immo, les Réflex Immo, tu sais, c'était des magazines où il y avait des annonces immobilières. Et le trajet était long puisque mon régiment était à Chaumont. Donc Chaumont-Narbonne, c'est 8-9 heures de train. Donc moi, j'avais compris, en fait, j'avais vu qu'il y avait des petites maisons à rénover avec extérieur à 100 000 euros fini et que la même maison, elle était à 25, 30 000 euros, 35 000, 40 000, la même, mais avec des travaux. Et je me suis dit, de toute façon, je vais pas laisser le choix à mon père. De toute façon, j'ai pas le choix. Je pouvais emprunter que 61 000 euros à l'époque, puisque ça représentait à peu près 400 euros par mois. Donc j'ai dit, on y va. Et donc, et de là, j'ai pris le risque d'acheter cette maison en sachant, est-ce que je vais finir à 61 000 euros, travaux finis, et je vais la revendre 100. C'est ce que j'ai réussi. Bon, ça n'a pas été une très belle expérience, ça a été beaucoup plus long en travaux que prévu. Et les 100 000, c'est parce que j'étais encore bien militaire dans ma tête et que c'était 100 000 ou rien. Donc j'ai laissé 3 mois de plus pour arriver à mon prix et me dire, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Ok. Et là, au début, quand tu te lances à ce moment-là, tu fais les travaux à distance aussi ou tu avais déjà une équipe? Comment tu as géré cette partie travaux? Là, quand tu sors de l'armée, là c'est 7-7, 24-24, c'est moi, mon frère, mon père, mon beau-père. Donc nous quatre, on l'a défoncé la baraque, quoi. Donc il y avait tout à faire. Et comme mon père forcément était maçon, mon frère sait tout faire, quoi. Tu vois, j'étais le manœuvre qui tapait dedans, quoi. Donc je les ai fatigués, quoi. Ok, donc autoconstruction en fait. Ouais, auto-rénovation. Ouais, ok. voilà. Bon, Exactement. on a un parcours un peu similaire, parce que moi j'en fais beaucoup aussi encore, les samedis. Mais je pense que c'est un bon moyen de commencer dans l'IMO, de faire soi-même pour économiser, sans s'en remettre à une entreprise de travaux, de compter sur ses amis, sa famille, et de le faire en RP. Ça permet de faire un premier levier pour partir avec un capital, et je pense que c'est un bon chemin à suivre pour ceux qui nous regardent. En tout cas, moi, pour ceux qui me suivent, je suis un pro RP. Je pense que pour mettre le pied à l'étrier, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. En France, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire de l'argent sans être imposé. Donc, je dis souvent aux gens d'en profiter. Je vois que tu m'as parlé un petit peu de liberté, de travaux. Moi, la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi les effets de levier immobilier ont changé ta vision du monde? Parce que tu me dis, j'ai fait de l'immobilier pour aussi acquérir de la liberté, etc. Comment tu as compris que l'endettement pouvait te permettre de t'enrichir? Alors là, je vais être un peu cash avec toi. Je ne me suis pas enrichi par l'endettement. C'est mon business model qui a fait que je me suis créé une liberté. En fait, en gros, pour que les gens comprennent, ça risque d'être un peu difficile à capter. C'est que j'ai commencé par un ERP parce que je n'avais pas le choix. Donc pour moi, la question c'est pas de savoir si ERP c'est le bon ou le mauvais choix. C'est qu'en fait, j'étais face à une situation, c'est le meilleur choix. J'ai pas d'argent et je me retrouvais sans salaire. Donc j'avais 430 euros de crédit et 500 euros. Donc si tu veux, j'ai enchaîné les RP, donc j'en ai fait 7 en l'espace de 2 ans, où on a vite compris qu'on a compressé le travail, et comme forcément j'avais une vision de qui était le client au final, à un moment je donnais un cours de travaux. Donc j'avais compris un peu ce mécanisme de compression, accordéon du temps, et en fait c'est une rencontre qui m'a montré qu'en fait je pouvais gagner autant, voire beaucoup plus en faisant de l'achat-revente en l'état et sur de la division. En fait, moi, mon business model, c'est revendre avant d'avoir acheté et avoir des temps de portage extrêmement courts. Et du coup, tout de suite, toi, une fois que tu avais fait ces coups en RP, t'es tout de suite intéressé à l'achat à division. Ça t'est venu parce que c'est une étape, c'est un gap qui est quand même important. C'est plus vraiment la même façon de faire. T'as tout de suite visé le plus haut, quoi. Non, alors en fait, ça s'est fait là aussi crescendo. C'est-à-dire que j'ai vu que j'avais une énergie débordante, forcément, 8 ans d'armée, avec tout ce que j'ai fait, et ça suivait pas derrière. Puis mon père avait quand même un peu d'âge, il avait bientôt 80 ans, donc même il y a 20 ans, donc maçon toute sa vie, donc il était un peu fatigué. Je me suis dit, c'est un format où je vais quand même le fatiguer. Moi, clairement, je vois pas trop de valeur parce que je suis pas... J'ai des mains qui montrent bien que je suis pas un manuel, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, j'ai dit c'est un format qui marche pas et c'est long. Et en fait, ça me fait je dois faire plusieurs métiers. Il faut que je trouve les miens, il faut que je le rénove, il faut que je traite. Donc là, il y a trop de métiers. Donc c'est de rencontre en rencontre en fait, parce que j'ai fait une petite année à l'immobilier aussi en parallèle.
où en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je vendais de dingue, et en fait, j'ai l'agent immobilier, le patron, qui avait un associé marchand de biens. Donc là, premier déclic, j'ai vu qu'il avait la grosse voiture, qu'il n'était pas là souvent. Donc j'ai vu que là, on passait, comme tu dis, un step. Donc je me suis dit, ouais, agent immobilier c'est bien, mais ça me nourrit pas intellectuellement. Moi, j'étais soldat, casque bleu, donc moi la prise de risque c'est quelque chose qui me nourrit. Donc je me suis dit, marchand, je crois que c'était pour moi, mais je le savais pas. Parce que j'étais en train de le faire en vélo. Et en fait, c'est une rencontre qui m'a montré qu'en fait, la division, bah, forcément, c'est le repositionnement. Et du coup, c'est pour moi, ça a été, j'ai trouvé le meilleur ROI, le meilleur, tu vois ce que je veux te dire? Parce que j'ai fait des trucs, de dingue. Raconte-nous, tiens, ta première opération de marchand de biens. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, encore une fois, on m'a imposé d'être marchand de biens, parce que tu te doutes bien que 7 RP en 2 ans et demi, même si c'était sur 2 départements, forcément, je m'exposais à un contrôle. Donc après, le notaire m'a dit, bon, ben, clairement, Flo, là, il faut s'inscrire en tant que marchand de biens. C'est quoi marchand de biens? Bah, c'est une société commerciale, c'est un commerçant qui achète dans le but de revendre. Donc j'ai créé ma société, et je lui dis, mais en fait, combien il va me rester? Et en fait, ce qu'il a pas compris, c'est qu'il est pris au jeu. Il m'a dit, il va te rester la moitié. Donc, je lui dis, s'il me reste la moitié, ça veut dire que faut que je fasse le double. Et je suis rentré dans une spirale où je me suis même pas rendu compte, puisque en année une, j'ai acheté plus de 15 maisons. Donc, sans faire le moindre crédit. Et là, le business model, quand tu achetais des maisons, c'était quoi? Tu divisais le terrain ou la maison? Alors, au début, même pas. Au début, en fait, j'avais vu qu'il y avait une clientèle, des agences immobilières, qui avait une clientèle étrangère. Donc en fait, c'est une clientèle qui avait des pelles, des emblés, qui cherchaient des petites maisons à rénover, comme moi au départ, avec une petite cour pour pouvoir faire des travaux et pouvoir y habiter. Et en face de ça, il y avait une clientèle, des agents immobiliers qui avaient une clientèle locale et qui avait pas forcément, qui avait ce produit-là, mais qui avait pas forcément la sortie en fait. Donc en fait, moi, je suis allé chercher d'abord la sortie. Les clients, ils payent content, c'est élevé, bête et discipliné. Je suis allé voir les autres agences. Je leur ai dit, j'achète sans visiter des maisons à rénover sans extérieur. Sauf que, en fait, avec l'extérieur, pardon. Sauf qu'en fait, j'ai pas fait de travaux. Donc, je me suis retrouvé à signer une promesse. 3 minutes après la signature de la promesse ou le compromis, j'ai donné les clés à l'agence qui avait la clientèle anglaise et elle me l'a vendu le double. Donc, le double au début, c'était marrant, c'était excitant puisque je signais à 15 000 et je revendais à 35 000. Parce que là où ça s'est accéléré, c'est que, en fait, moi, pour moi, en militaire, je signe un compromis, je re-signe un compromis 1 heure après avec un autre client. Pour moi, c'est fait. Si c'est fait, j'en cherche une deuxième. Et quand ça se fait vite, j'en cherche une troisième. Sauf qu'à un moment, je suis engagé avec 15 maisons. En combien de temps, là, du coup, les 15? En un an. En un an. Ok. Donc là, un peu plus d'une par mois, du coup. Un an et demi, j'ai fait 1 600 000 € de chiffre d'affaires en année une. Sans faire le moindre travaux. Ok. Ah oui, c'est un beau démarrage. Ouais. Je veux bien que tu m'apprennes à faire 1 600 000 en année 1. En année 1, sans expérience. Ah, c'est fort. Et donc du coup, tu trouvais, toi, la sortie d'abord avant de t'adapter ta recherche en fonction de la demande. Mais comment t'arrivais à être certain que ton bien il correspondait à leur demande? Parce que finalement, les gens des fois ils vont te dire c'est ça que je recherche, mais en fait entre ce qu'ils disent qu'ils recherchent et ce qu'ils recherchent vraiment ou ce qu'ils veulent ou ce sur quoi ils sont prêts à se positionner, c'est quand même bien différent. T'avais vraiment du coup observé que sur ce bien en particulier, dans cette zone, c'était quelque chose qui partait vite. T'as tout compris. En fait, j'avais compris que en fait, cette demande, on me l'avait pas dit une fois, on me l'avait pas dit 2 fois, on me l'avait dit 50 fois. Donc je me suis dit, un volume d'acquéreurs suffisamment important, le marché se portait bien, puisque là, on commence à parler de 2004-2005. Donc le marché, forcément, se portait très bien, et donc forcément, je me suis dit, 20 000 €, puisque moi qui avais fait les travaux, 20 000 € de plus sur la maison, c'est 20 000 € peut-être économisés si c'est lui-même qui fait les travaux. Donc ça veut dire que, et puis 20 000 € sur 20 ans, ça représentait quoi, 50, 80 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais ce raisonnement. Et puis j'avais un raisonnement où me dire, bah écoute, dans tous les coups, je cherche pas la marge, je cherche l'expérience et le réseau. Et c'est comme ça que ça s'accélère. Je remarque que t'es beaucoup au contact du terrain, t'as bien compris ton implantation locale, ta demande et t'as beaucoup réseauté. Comment tu réseautais à ce moment-là? Tu m'as dit que t'avais eu un passage en tant qu'agent immobilier, que t'avais côtoyé quelqu'un qui était marchand de biens. T'as d'autres conseils à donner pour les immopreneurs qui nous regardent et qui veulent, qui se posent la question de comment je me crée un réseau dans l'immobilier? Alors là, ça va être un peu crash, mais en fait, c'est ce que j'expliquais à des copains au début. En fait, je fais la pute, quoi. Enfin, voilà, on va appeler un chacha. On me dit, je fais la pute, ça veut dire qu'en fait, je suis sur les trottoirs toute la journée à aller voir, d'aller d'agence en agence pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme acquéreur. Donc en fait, mon boulot, c'était de tous les jours, de passer dans les agences, leur dire coucou, quitte à passer 2 fois par jour sur certaines agences, pour savoir si entre le matin et le soir, il y avait quelque chose qui était rentré ou est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et tous les jours, je faisais le trottoir
C'est ça que je disais qu'en fait, je faisais, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que c'est ton approche, elle est hyper pragmatique en fait. Parce qu'il y en a plein qui se lancent dans quelque chose. Il y en a plein qui se demandent est-ce que j'investis d'abord dans du parking ou d'abord dans du Airbnb ou d'abord je construis une maison ou d'abord je fais un appart. En fait, ton approche, elle est hyper intéressante parce que toi tu sources la demande, tu t'assures qu'il y a une véritable demande dans la zone où tu recherches et après tu proposes le produit qui correspond aux gens. Et je pense que c'est hyper intéressant et de passer dans les agences comme ça. Donc vraiment, là, c'est porte à porte. Ah, c'est mes potes. Et là, je connais tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les concurrents ne me voient pas arriver. Puisque j'achète au départ, alors je bluffe, je dis j'achète sans visiter, faire parler de moi. Donc déjà, j'avais compris un peu la com, le marketing. Le premier me croit pas, le second me croit. Et en fait, le second, un quart d'heure après, il me file le livre des clés. Et je l'envoie à l'agence qui me vend le bien. Et en fait, il hallucine et ça se sait. Donc je commence à me faire connaître. Les concurrents me voient pas parce que j'achète des produits, on va dire, de merde, un peu un chat, à 15 000 euros. Pas de crainte, quoi. Sauf que, malheureusement, un an après, je suis commencé à les déranger puisque, forcément, j'avais acheté plus de biens en un an qu'avait acheté en 3 ans. Et je connaissais plus de monde en un an qu'on connaissait en 10 ans. Tu vois la suite. D'accord. Et là, après, du coup, au début, t'as commencé donc avec des petits biens à 15 000. Après, je suppose, t'es monté à 30, 50, 100. Alors, en fait, le gros accélérateur, ça va choquer, je te le dis. Personne, il y a beaucoup de gens qui vont être, les gens qui sont vraiment pessimistes ou qui vont pas le croire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bluffé. C'est-à-dire, je suis allé voir mon notaire, je lui dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu la petite maison à 15 000, 35 000, donc tellement content. L'argent est chez le notaire en comptabilité. La mauvaise, c'est que j'ai pas l'argent. Et je suis t'avais pas l'argent pour l'acheter, mais tu l'avais déjà vendu. Ça, généralement, les banques prêtent quand c'est comme ça, non? Est-ce que comment t'as fait? J'ai pas le temps d'aller voir les banques. J'étais pas câblé, j'ai sorti de l'armée, j'étais fou. Donc, en fait, si tu veux, moi, je voulais entendre, est-ce qu'il y a une solution? Et il m'a pas cru. Jusqu'au moment où il a vu que je bluffais pas, tu vois, je suis resté super sérieux. Il m'a dit, il y a une solution. Et là, pour moi, il y a une solution, c'est la lumière qui s'allume. Je te rappelle quand même que j'ai fait des campagnes, que j'ai fait casque bleu, que j'étais à la guerre. Donc, le passage à l'action, c'est quelque chose qui est en soi. Donc, il me dit, c'est très simple, tu vas aller voir le vendeur, tu vas lui expliquer la situation, tu vas lui donner tel et tel argument. S'il dit oui, moi, je suis d'accord. Et j'appelle le confrère, je gère le reste. Moi, j'y vais, en 2 secondes, il me dit oui. En fait, je propose au vendeur, vous avez dit que je vous payais dans 4 mois, vous payez dans 2 mois. Et je paye le mois prochain. Je vais payer 2 mois avant. Ok. Si ce n'est que vous allez, si vous voulez rester avec moi, si vous parlez anglais, et vous allez être payé 1 heure après. C'est-à-dire qu'on va faire une vente à terme, un paiement différé de 24 heures. Et ça, alors, ça m'intéresse beaucoup. Ça, il y a des contrats à mettre en place ou c'est juste un accord avec le vendeur où tu lui dis, je te propose, comment tu amènes la chose? Parce que je suppose que le vendeur, il aime pas trop. Enfin, il préférait qu'on lui dise, je paye cash plutôt qu'on lui dise, je te paye dans 1 mois ou dans 4 mois. Moi, aujourd'hui, par exemple, je vois pas comment j'amènerais le sujet sur le terrain à un vendeur. Ça m'intéresse de savoir comment En fait, tu l'amènes pas sur le sujet. Le premier sujet, c'est qu'en fait, il faut comprendre, c'est qu'un compromis, c'est un contrat. D'accord? Dans le contrat, il y a 3 variantes. Il y a le prix, il y a le délai, et les conditions. D'accord? Ça veut dire que tu peux modifier, et ça existe aussi des avenants. Pendant la durée de la promesse, tu peux faire un avenant pour modifier soit le prix, soit le délai, soit les conditions. Les conditions, c'est un différé de paiement, une vente à terme, ça s'appelle une vente à terme, sur lequel on prend un privilège vendeur. On peut prévoir aussi un acte résolutoire et un ordre irrévocable de versement. En gros, ça veut dire qu'on va garantir au vendeur que si le paiement du prix ne se fait pas dans les 24 ou 48 heures, c'est résolutoire, d'accord? Donc, comment tu vas lui expliquer? Bien évidemment qu'au départ, c'était pas prévu. Ça, c'est moi qui est parti sur un bluff. Okay. J'avais déjà signé le compromis. Et c'est moi qui lui dis la bonne nouvelle. Lui aussi, la bonne et mauvaise. La bonne, c'est qu'au lieu que vous touchiez l'argent dans 4 mois comme il était prévu au départ, vous allez le toucher 2 mois avant. Mais tu avais prévu quand même 4 mois au départ, donc tu as bien sûr, faire passer un paiement dans 4 mois auprès d'un... Sans expérience, j'y arrivais, c'est facile. 4 mois, je disais, voilà, mon père est maçon, c'est vrai, on a beaucoup de chantiers, ce qui était vrai, on avait fait 7 RP, donc il nous faut 4 mois le temps de faire les devis, le ci, de là. Ça dérangeait pas, 2, 3, 4 mois, ça dérangeait pas. Aujourd'hui, je suis sur des dossiers à 8, 10, 12 mois. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, je signe des promesses à 8, 10, 12 mois, 5, 8, 10, 12, à peu près. Et là, donc, du coup, quand tu t'engages sur ces promesses, la personne, elle a la garantie, vu que ça passe par le notaire, que de toute manière, tu es obligé de payer à la fin. Je me fais l'avocat du diable. Si tu payes pas, il se passe quoi dans ces C'est résolutoire. Mais en fait, si tu veux, c'est, encore une fois, c'est pour faire ça, c'est beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, de l'organisation.
T'arrives pas à la fleur au fusil dire je vais vous payer je sais pas quand. C'est que là, je suis en train de te dire qu'en fait, le client final, mon acquéreur, a l'argent. Il est sur le compte en banque du notaire. Ouais, mais je suppose que quand tu fais ça, t'as pas tout le temps l'acquéreur, là, maintenant, aujourd'hui. Ah, si tu le fais, tu peux pas le faire si t'as pas l'acquéreur. Tu tentes pas la vente à terme si t'as pas déjà le client, Alors, toi, derrière. Si tu peux le faire, mais moi, je le fais pas. Moi, c'est pas mon business model. Moi, mon business model, c'est pas j'achète, je négocie une vente à terme, je paye plus tard. Non, mon business model, c'est la vente conditionnelle, c'est-à-dire que je revends avant d'avoir acheté et je fais en sorte que j'ai un délai de portage le plus court et potentiellement que je ne paye pas l'intégralité du prix. Ok. Et là, du coup, quand tu fais ça, ton client futur, parfois, du coup, je suppose que tu lui dis, je vais te vendre tel bien rénové. Là, du coup, est-ce que tu sais pas assimiler un peu à de la VFA? Enfin, comment le client qui t'achète, il te dit, je te crois. Non, moi je vends. Ce bien, tu vas le rénover, il va être propre et je te crois qu'il va être nickel et donc je te signe une promesse pour te l'acheter si tu le rénoves. Ah non, moi je revends l'état, je ne promets rien du tout. D'accord. Moi le prix de la maison c'est 35 000, tu la veux. Et en plus c'est même pas moi qui fixais, c'est ma collègue agent immobilier, elle me dit l'anglais il le prend, il la prend 35 000. Et c'est bon ben moi 35 je dis oui. En fait, Ok. moi, je ne cherchais pas à faire 10, 20, 30, 50% lésion. Je ne cherchais pas tout ça. Moi, je cherchais, en fait, expérience. Et donc, quand j'ai compris que je pouvais faire des différés de paiement, des ventes à terme, je me suis dit, si je l'ai fait une fois, je peux le faire 250 fois. Donc, voilà comment j'ai enchaîné. Puisqu'en fait, tu achètes à 9h, à 9h30, tu as vendu. Ok. Et ça, du coup, tu vends en passant, en mettant le bien dans d'autres agences, chez des brokers, en gros, mais tu vas pas chercher toi le client en direct. Tu laisses quand même. Tu sous-traites, entre guillemets, la partie de trouver le client final. 90%, je sous-traite. Après, au début, forcément, comme je connaissais un peu de monde, j'avais des fois l'acquéreur final. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais non, je sous-traitais quand même, hein, parce qu'ils avaient quand même la clientèle et puis ils avaient le temps et l'énergie pour faire ça. Bon, mon métier, c'était de trouver, de chasser, de négocier et trouver le maximum d'opportunités, en fait. Je m'arrêtais, je me focalisais que sur ça. Et donc, je voulais pas prendre de l'énergie pour trouver le client, faire visiter, faire les travaux. Voilà, je me focusais chasseur, quoi, tu vois, militaire, quoi. Le gibier, quoi, plein de tête, quoi. Tu vois? Ok, intéressant. Est-ce que dans tout ce parcours, il y a des biens que tu as loupés, des regrets que tu as parfois, ou est-ce que justement, tout ce que tu as croisé qui te plaisait, tu y allais, tu y as saisi? Alors, moi, si tu veux, j'ai un mode de fonctionnement, forcément de par l'armée, je me répète, mais qui est hyper important, c'est que ma prise de décision, elle peut durer entre 1 minute 30 et 5 minutes. Dans tous les cas, soit c'est non, et ça peut prendre moins d'1 minute 30, parce que je sais que j'ai dû refuser peut-être, je dis une connerie, 10 000 opportunités, parce que dès qu'on me dit valorisation après travaux, non merci, promotion, non merci, lotissement avec travaux, non merci, donc investissement locatif, non merci. Donc la discussion elle dure le temps de la présentation, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Donc ça, j'ai dû en refuser peut-être des 10 000. Dès le moment, une opportunité de repositionnement sans travaux, donc il y a une opération de division sur laquelle je vais gagner de l'argent sans travaux, là je dis oui à 99%, voire allez 90%. Sauf si potentiellement, ce que je vais ramener sur le marché, c'est dans un secteur merdique où je vais pas pouvoir l'écouler. Donc j'ai pas forcément de regrets. Je me suis jamais dit j'aurais dû dire oui. Tu vois, dans mon schéma, en fait, je suis resté un peu monoproduit, quoi. Tu vois, quand je dis monoproduit, c'est pas forcément un seul produit, c'est opération de division, quoi. Et ok, c'est pas intéressant. Je pense qu'il y a des personnes qui nous regardent qui visualisent pas forcément comment on fait de l'argent avec une division. Si tu utilises le mot repositionner le bien, diviser le bien. C'est quoi concrètement, par exemple, est-ce que tu peux nous partager 3 positionnements intéressants qu'on peut obtenir via une division ou les 3 types de divisions que tu préfères pour que les personnes qui nous regardent elles puissent plus matérialiser, visualiser en quoi c'est intéressant de diviser un bien? Je trouve que sur Internet, c'est pas bien expliqué le métier de marchand de biens. Ouais, oui. En fait, c'est normal. Moi, j'ai cherché des infos sur, voilà, ça servait à quoi, comment tu valorises. Au début, je me disais, mais comment tu peux faire de l'argent sans faire des travaux? Parce qu'en fait, qu'est-ce que t'apportes? Et au début, je comprenais pas, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on arrive à le rendre en mode compréhensible. Ouais, mais Donner, tu vois, t'inquiète. donne-moi 3 exemples de plein. divisions intéressantes où il y a des belles plus-values à faire. Alors, juste, je peux te donner la chronologie des types d'opérations que j'ai faites. Donc, la plus simple, c'était une maison et une dépendance. Donc, la maison d'un côté, la remise de l'autre. Donc, j'ai vendu la maison et la remise potentiellement soit pour du stockage, soit avec un changement d'affectation en habitation, la dépendance. Donc, j'ai trouvé 2 acquéreurs. Après, forcément, je l'ai fait sur du volume, donc 2 maisons plus une dépendance. Bon, après, tu as compris. L'ensemble immobilier, 3 maisons. Donc, voilà. Après, je l'ai fait sur de la dent creuse. Alors, la dent creuse, c'est quoi? C'est tu vas retrouver une maison sur laquelle, en fait, il y a un espace entre 2 maisons. Donc, c'est une dent creuse sur lequel on va détacher un foncier. Donc, moi, j'ai commencé sur des fonciers à 75 mètres carrés.
Alors attends, dent creuse. Dent creuse. Explique-moi, En fait, une dent creuse, c'est un espace en fait vide qui est entre deux bâtis. Donc là, moi, par exemple, je dis une connerie, j'ai acheté une petite maison sur laquelle il y avait un garage. J'ai déposé un permis de démolir sur le garage et en fait, il y avait une façade et une profondeur qui permettaient de faire une maison. Donc le terrain il faisait 75 mètres carrés. J'ai fait du 75, du 90, du 100, puis des détachements de parcelles de 1000 ou 10 000 mètres carrés. Mais en fait, j'ai commencé sur des petits espaces. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc là, attends, c'est les dents creuses, c'est que tu as deux bâtis séparés. Et donc là, potentiellement, là, tu me dis, t'en coules un pour vendre un terrain juste. Et de l'autre côté, tu vends une maison. Tu laisses la maison, par exemple. Imagine une maison garage, mais peut-être que la largeur de ta garage, 6 mètres, tu vois. Aujourd'hui, on peut faire une maison en 5 mètres 50, tu vois. 5 mètres 50, ça rentre une maison, suivant le PLU, de façade, allez, 6 mètres, sur 15 de profond. Si elle fait 10 de profond, 5 de terrain, un terrain de 90 mètres carrés, ça rentre une maison. Si tu peux construire sur rue, ça passe. Tu vois, c'est, on va dire, les anciennes maisons de village, quoi. Ouais. Donc, tu vois, j'ai fait ça, de l'ensemble immobilier, de l'immeuble. Hein. Bon, l'immeuble, facile, hein. Tu revends rez-de-chaussée, premier appart, deuxième appart, troisième appart. Donc, de la copropriété. J'ai fait l'ensemble immobilier, j'ai fait du domaine, de la cave coopérative. J'ai acheté une cave coopérative que j'ai divisée en 4 et j'ai vendu avec des changements d'affectation. Ça a été, en termes de marge, ça a été ma plus grosse marge, prix-vente. Donc, ça, c'était... Okay. Explique-moi comment on fait un changement d'affectation pour... c'est une question que je me suis posée. Changement d'affectation, bon, c'est quoi les étapes pour faire un changement d'affectation? Alors, tu as l'étape du CU, certificat d'urbanisme opérationnel. Forcément, tu as, voir en mairie si c'est possible, permis de construire. Un permis de construire pour changer l'affectation de la dépendance, du garage, de la cave coopérative en habitation. Donc, un architecte et un permis, ouais. Donc le CU, c'est ce qu'on envoie pour prévalider, si je ne me trompe pas, avec la mairie, le projet. Et ça nous garantit que quand on envoie le permis, celui-ci, normalement, s'il respecte ce qu'on a proposé dans le CU, sera normalement approuvé. Bah, les grandes lignes, c'est ça, ouais. C'est qui peut le plus, peut le moins. Donc nous, on dépose toujours des CU, ça rassure certains clients. On dépose un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Donc en fait, une DP pour pouvoir détacher une ou plusieurs parcelles. Et bien évidemment, on dépose un permis aussi pour s'assurer de la constructibilité du projet, en fait. DP, voilà. Du coup... DP, donc c'est une déclaration préalable. Donc nous, ça s'appelle un certificat de non-opposition à déclaration préalable en vue de détacher un ou plusieurs terrains à bâtir. Donc du coup, 3 étapes finalement. Ouais, 3 demandes d'urbanisme. 3 demandes à faire pour te garantir que tu vas pouvoir faire l'opération. Et en gros, la logique, c'est que s'il y a quelque chose qui bloque entre le moment où tu t'es engagé à acheter et le moment où tu signes, refus de prêt, et puis tu n'y vas pas, quoi. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Alors moi, depuis le début, j'ai compris que c'était un gros levier, le paiement comptant. À l'époque, c'était génial parce qu'on pouvait y aller, on pouvait faire des chèques. Donc moi, je proposais aux clients, j'arrivais avec mon chèque et je leur disais, voilà, je vous offre 200 000. Et donc soit, voilà, le chèque, vous le donnez au notaire et le jour de l'acte, vous l'aurez, soit vous le déchirez. Je peux te dire qu'il y en a très peu qui le déchiraient, mais... Donc moi, j'ai toujours pas utilisé le financement parce que ça me prend la tête, c'est long. Donc que du paiement comptant. T'es pas trop sur le levier bancaire, toi, c'est marrant. Non. Moi, je suis vachement sur le levier bancaire. Oui. Mais j'ai remarqué aussi, dans les marchands de biens que j'ai rencontrés, que c'était un gros argument quand t'étais marchand de biens d'arriver en payant comptant et que bien souvent, c'était ce qui permettait aussi de faire affaire et de battre un peu les particuliers qui, bien généralement, ne fonctionnent quasiment jamais en achat comptant. Exactement, en fait, il y a content et avec le sourire aussi. Content, ça marche très bien, mais en fait, c'est montrer une confiance, montrer aussi de rassurer des craintes, des peurs, comprendre aussi son vendeur, qui peut être, en fait, avec un particulier qui va mettre un prêt, il va être bloqué pendant quasi 60 jours. C'est ce qu'on aujourd'hui, entre le moment où il dépose et tout, donc il a 60 jours. Nous, on lui fait comprendre qu'il a pas, pendant 60 jours, il va pas se faire mal à la tête, puisqu'on peut pas se rétracter en tant que marchand, puisqu'on est professionnel de l'immobilier, on n'a pas les 10 jours de rétractation. Et en plus, on paye cash. Donc, on est quasi sur une vente, tu vois, une vente ferme, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, parce que t'as pas les 10 jours de rétractation en tant que marchand. Parce qu'un particulier, du coup, quand il achète, il a 10 jours après la signature pour changer d'avis. Un peu comme dans le code du commerce, quand tu achètes un truc dans un magasin, tu as 7 jours pour le ramener. C'est un peu la même idée. Et toi, du coup, ça, tu n'as pas en tant que marchand. Non, nous, en tant que marchand, on n'a pas les 10 jours, donc, parce qu'on est professionnel de l'immobilier. Et les 10 jours, c'est uniquement sur du bâti, de l'habitation, c'est pas sur du terrain. Sur le terrain, personne n'a droit à 10 jours de rétractation. Même un acquéreur lambda n'a pas de droit de rétractation. D'accord. Mais oui, en fait, quand tu arrives et que tu dis je paye comptant, je peux pas me rétracter, déjà,
Tu vois, ça pose un peu le jalon, quoi. L'idée, c'est un peu de se différencier de, comme tu dis, de la concurrence du particulier, par exemple. Et peut-être aussi de négocier de négocier un peu plus à la case, de faire pression sur le prix. Oui, ça peut être, oui, ça peut être ça, ouais, bien Ouais. sûr. Bien sûr, forcément, quand tu arrives et tu dis je paye comptant, pour certains, ils préfèrent avoir, et moi le premier, en tant que marchand, je préfère avoir 100 000 à quelqu'un qui m'achète comptant que 105, 110 avec un prêt. Je sais pas comment ça va finir, Ouais. il va me faire prendre du temps, ça va avoir des intérêts, même s'il n'y a pas de prêt bancaire, enfin, je vais avoir du stock, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Donc ça rassure, et puis on se dit, bon, bah allez, il y a de grandes chances que ça aille au bout, quoi. Il y a plus de chances que si c'est un prêt, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux clairement. te dire? Donc oui, c'est une marge de négo, mais aussi c'est un effet levier pour aller négocier d'autres conditions. C'est-à-dire que si je te dis, écoute, moi je te donne, je m'en rétracte pas, je paye comptant. En revanche, j'ai besoin d'un permis pour pouvoir aménager votre garage, c'est donnant-donnant. T'as Tu besoin vois. d'un permis, j'ai pas suivi du coup. C'est-à-dire quoi? C'est pendant le moment de la vente, tu peux passer le permis. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, oui, en fait, moi, mon métier, je suis pas promoteur ni lotisseur, mais en tout cas, pendant la durée de la promesse, je m'engage à déposer donc un permis de construire, un certificat de une DP, éventuellement un CU, pour garantir les droits à mon futur acquéreur. Je peux pas vendre une cave coopérative, surtout au prix où je veux la vendre, si j'ai pas garanti un permis de construire, purger, de recours, tiens, à un D'accord. client final. En fait, moi, je négocie pour mon client final. Tu vois? Donc là, moi, je trouve une maison, je la négocie pour l'anglais et je me donne 4 mois pour que l'anglais ait le temps de trouver les 35 000. Parce que l'anglais, lui, il a mis 2 mois pour trouver les 35 000. Après, si je suis bon, je renégocie le temps et le différé de paiement. Et si je suis un peu plus tordu ou un peu plus négociateur, je renégocie à la fois le prix. Je peux revoir le prix aussi. Ouais, une fois que tu as commencé, c'est un peu de la PNL. Une fois que la personne elle est engagée, c'est Voilà. plus difficile pour elle de sortir. Donc, c'est un rapport de force. Ouais, c'est un jeu. En fait, si tu veux, moi j'ai pris ça comme un jeu quand j'ai vu que je prenais 20 000 euros en une heure sans décaisser. Donc j'ai pas mis d'argent, j'ai revendu sans faire de travaux 20 000. Je me suis dit si je fais 20 000, je peux faire 50 000. Si je fais 50 000, je peux faire 100 000 et je peux faire 1 million de marge en une heure. Donc je me dis la force du pro, c'est dingue. Ouais, moi je suis d'accord. Moi. C'est ce qui me passionne aussi Voilà. dans l'IMO. Voilà. Là, c'est qu'on on est sur les leviers de la liberté. Moi, je déteste vendre mon temps contre de l'argent. Typiquement, ce genre de choses, c'est complètement ce qui me drive au quotidien. Comment je peux décorréler le temps que je passe de l'argent que je gagne. À l'immobilier, c'est vrai que tu as des sommes qui sont incroyables, quoi. Après, évidemment, il faut de la méthode, il faut du savoir, il faut être bon négociateur, il faut être ferme, etc. Il y a plein de capacités. Je vois aussi que une des capacités, du coup, pour faire ce genre d'opération, c'est de dégainer vite les permis, les CU, etc. Comment tu fais? T'as des équipes où t'es rodé Alors ouais, je suis rodé, je suis process militaire, hein, donc c'est parcours du combattant. On commence pas par la fosse, hein, sinon tu vois, tu attaques par la rampée, quoi. Donc non, oui, j'ai été tous très rodé, et puis forcément, ouais, j'ai sous-traité, puis j'ai eu des équipes, je suis monté jusqu'à 10 personnes, donc l'année dernière, donc très process, calendrier, tel jour, telle date, on dépose, voilà, et on bouge les lignes pour tenir ces délais, quoi. Ouais, il va bientôt partir, lui, c'est bon. Donc là, tu as des équipes, c'est composé de quel type de profil, du coup, une équipe comment on peut s'entourer quand on est marchand de biens d'une équipe, ça donne quoi en termes d'équipe? Des personnes qui font le permis, des personnes qui prospectent le foncier, des personnes qui trouvent l'acheteur? Comment ça s'organise tout ça? Ouais, alors pour ceux qui travaillent 80%, voire 90% travaillent marchand solo. Après, il y en a très peu, en moyenne, c'est maxi 2, 3, 4 personnes. Mais en fait, si tu veux, c'est un chef d'orchestre, donc il faut qu'il ait son notaire, ou éventuellement le notaire du vendeur. Enfin bon, il y a un notaire dans la course, hein, forcément. Il y a forcément un architecte pour déposer un permis, au moins que tu veuilles te faire chier à déposer le permis toi tout seul. Donc forcément le géomètre, tout ce qui est expertise, donc diagnostic, les études de sol. Donc en fait, tu es un peu le maître d'œuvre et tu guides, voilà, tel jour, telle date, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc tu es au milieu de tout ça. Mais tu peux être seul et sous-traiter en partenariat à ton archi, un géomètre, un diagnostiqueur, une entreprise d'études de sol pour faire tout ce process, quoi. Oui, parce que dans le métier de marchand de biens, si je me trompe pas, il y a quand même quelque chose qui est important, vu que c'est une division, c'est de s'assurer que la division, elle est possible. Ah, Est-ce que exactement. ça, t'es outillé? Est-ce que tu le fais avec le géomètre? Est-ce que tu le fais avec tes équipes? Est-ce que tu le fais toi à la main? Moi, je sais que pour le moment, je suis en mode artisan, donc je prends le PLU, je regarde, et je me pose pas mal de questions. Je me dis, oh là, c'est pas efficace cette organisation, et j'essaye de trouver une meilleure orga pour être à même de me positionner plus rapidement et de tout de suite savoir si quelque chose est divisible, etc. Donc là, la solution, un peu, moi je travaille beaucoup sur le PLUI Seine-et-Oise, donc je connais maintenant les codes des zones, etc. J'ai plus besoin d'à chaque fois de rouvrir le manuel et je vois une annonce à peu près, si c'est proche centre-ville, etc. Je commence à savoir zone urbaine et on peut y aller, on peut pas y aller. Mais c'est quand même assez... ça peut être complexe quand même.
tous ces PLU à lire. Comment tu fais, toi? Ah oui, alors moi, si tu veux, ça va te faire rire. Mais moi, en fait, si tu veux, je suis parti de je fonce, je t'achète à condition 2. Donc voilà, c'est simple. Ah, ok, si je peux pas diviser, de toute façon, je t'achète pas. Voilà, donc je suis parti, moi, tête brûlée. Après, j'ai eu l'épisode où j'ai un géomètre de confiance parce qu'il s'est dit, attends, le mec qui fait 15 opérations par an, je peux te dire que 15, 20, je suis monté à 30 opérations par an. Tu commences à être un bon opérateur, quoi. Tu commences à créer un beau écosystème, quoi. Donc, je lui disais, ben voilà, j'ai cette opportunité, regarde là et dis-moi si clairement il y a un découpage. Donc, je sous-traitais un partenaire géomètre. Après, avec mon équipe, forcément, j'avais 2 ingénieurs en urbanisme, donc qui géraient aussi cette partie-là. Donc, tu vois, il y a plusieurs façons de le faire. D'accord. Soit tu le fais toi, soit tu le sous-traites, ou soit bah, tu étais un peu foufou comme moi, tu dis j'achète à condition 2, quoi. Ah, c'est marrant le conditionné. Bah, pour l'instant, moi, je regarde un peu, déjà, je prévalide un peu de mon côté. Après, je fais valider avec un géomètre partenaire. Et puis ensuite, je me dis go ou pas. Après, il n'y a pas de... Bon, c'est un métier où il faut jamais faire de suppositions, mais après, au bout d'un moment, si t'achètes et que tu vois que les maisons, elles sont toutes alignées sur la rue, pas de supposition, mais, et que bon, voilà, il y a une dent creuse avec la profondeur, là, voilà. Dans les grandes lignes, tu te dis, bon, la probabilité que je puisse détacher, quand même, elle est assez grande. C'est sûr que si tu vas au milieu des champs et que tu dis, tu peux détacher à condition que je détache, bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, il faut observer aussi l'environnement dans lequel on vit, même si ça garantit pas, je te l'accorde, le détachement. Mais en tout cas... Tu arrives à le sentir, toi. Tu dis oui par rapport à ce qu'il y a autour, là, avec l'expérience. Voilà. Ici, ça va sûrement le faire. Voilà, et si ça le fait pas ici, bon, ben, tous les voyants étaient ouverts. Après, c'est l'urbanisme qui va décider. Et dans tous les cas, entre le moment où vous allez me dire oui, le moment où on va signer le compromis, il va se passer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Et là, à ce moment-là, on pourra valider si ou pas. C'est ce que je pratiquais à l'époque et c'est ce que je pratique quand je suis à peu près sûr de moi qu'il y a une construction possible. Quand je le suis pas, ben, comme tu dis, je sous-traite. Et même quand tu es sûr, maintenant, tu mets quand même dans conditions suspensives si je peux pas diviser. Ah oui, non, moi, c'est conditionné. Ouais, parce que Tous mes achats, alors depuis, bon, j'étais tout foufou, donc j'ai commencé par ce parcours de 1-1, j'achète un bien, je revends un bien, 1-2, un bien, 3 biens, et après ça s'est accéléré, et mais ouais, et après c'est venu les conditions, donc j'ai toujours acheté après, ça fait peut-être sur 21 ans, ça fait 15 ans que j'achète que sous conditions, sinon j'achète pas, s'il n'y a pas de conditions, j'achète pas. Ouais, donc c'est très terre à terre maintenant processisé, genre t'es certain que si tu fais une OP, c'est qu'elle est gagnante, quoi. On n'est jamais sûr, mais oui, en tout cas, je m'assure que si j'achète, c'est que j'ai le droit à construire, j'ai sécurisé mes clients finaux et forcément que j'ai créé une marge entre les deux. Ça, c'est le Graal. Mais j'achète pas si je sais que je ne construis pas. Ça, par contre, c'est sûr. Ok. Si on peut pas détacher, je construis pas. Ou si on peut pas avoir le permis, non, je prends pas le risque. Ça peut m'arriver de prendre le risque si c'est la marge. Enfin, voilà, ça s'étudie au cas par cas. Mais en tout cas, je vais pas signer dans la promesse m'engager à acheter un jardin, en fait. Parce qu'en fait, au départ, c'est une maison sur un jardin, quoi, tu vois. Ouais, ok, intéressant. J'achète pas le jardin, moi, tu vois. J'achète un jardin, j'achète une maison avec un jardin et je revends un droit à construire sur le jardin. Donc, limite, des fois, je me dis, finalement, quand tu places toutes ces conditions, etc., c'est moins risqué que de faire de l'investissement locatif où tu peux avoir un locataire qui paye pas pendant 1 an. Toi, en fait, quand tu y vas, t'as déjà le client final, t'as les conditions suspensives, t'encaisses, tu sais que tu vas, avec ton différé de paiement, décaisser après avoir encaissé. Donc finalement, on pourrait se dire que c'est plutôt sécure en fait comme business model. Alors c'est un business model, ouais, où forcément, ouais, c'est assez sécure, mais forcément, voilà, ça va demander aussi du sang-froid, ouais. Alors pour la petite parenthèse du locatif, que j'ai eu encore une expérience de 27 logements et où là je me suis dit bon là c'est la fin, c'est plus pour moi. Mais ouais, c'est un autre schéma, je crois que c'est un autre état d'esprit. Est-ce que tu es gestionnaire, est-ce que tu fais te faire chier avec les petits tracas du quotidien, ou est-ce que tu es plus 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de marge sur une opération. Voilà, c'est une question de mindset. Ouais. Est-ce que il y a l'esprit trading un peu dans le achat-revente, moi, c'est ça qui me stimule. faire un coup, se dire qu'en 1 heure on a fait tant, mais après on sait bien qu'il y a plein d'autres heures qui sont pas payées, mais t'as l'adrénaline un peu. Ouais, je suis plus combat, pam, 3 rounds et puis voilà, c'est fini quoi, même si ça dure 8 rounds, 8 mois, mais pas 240 mois quoi, tu vois. Ok, intéressant. Et c'est quoi je me pose des questions un peu fiscales. Tu me disais au début, ton conseil, il t'a dit, en gros, tu vas finir avec 50% dans la poche. Quand t'es marchand de biens, il est pas loin. C'est quoi un peu t'as de la TVA, non? Il me semble. Je sais pas, je connais pas bien du coup le régime de TVA sur le marchand. Alors là, c'est un sujet tabou, mais en gros, le marchand, il faut que tu comprennes qu'en fait, si tu veux, marchand de biens, c'est une
fiscalité. C'est un commerçant, mais c'est une fiscalité. C'est-à-dire qu'un promoteur, c'est un marchand de biens. Un lotisseur, c'est un marchand de biens. Un rénovateur, c'est un marchand de biens. Un aménageur, c'est un marchand de biens. Donc, c'est un commerçant. En fait, on prend l'engagement de revente. Donc, aujourd'hui, quand tu signes un compromis ou un acte authentique, tu prends l'engagement de revente dans les 5 ans pour pas payer les droits d'enregistrement. Donc, en gros, nous, on paye à peu près, compte 2,5-3% de frais de notaire au lieu de 8, 9, 10 comme un particulier. Ouais, ok. Après, forcément, comme toute entreprise, tu vas payer l'impôt sur les sociétés. Donc là, en fonction du... C'est comme une résultat société. classique. Voilà. Donc là, voilà, je suis pas expert comptable. Et voilà. Jusqu'à 38 000 euros. Voilà, jusqu'à tu 38 payes 000. moins. Voilà, puis après, 15% tu casques. et après, tu casques. Voilà. Et après, dans une société, tu arbitres pour créer des charges et tout. Bon, voilà. Évidemment. Et après, si tu veux, le régime de TVA, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il est uniquement sur du foncier pour l'instant. C'est-à-dire que si tu achètes une maison, tu revends une maison, tu n'es pas en TVA si tu réalises aucun travaux. Donc, il n'y a pas de TVA sur marge. Ok. Il y a de la TVA sur marge si aujourd'hui, bien évidemment, si ça ne change pas, si j'achète un terrain à bâtir et je revends un terrain à bâtir, je suis en TVA sur marge. Donc, je paye 20% de ma marge en TVA. D'accord, sur le terrain. Si je passes ta transforme- terrain plus maison et que tu fais pas de travaux, du coup. Alors, Ok. par contre, si tu achètes une maison avec un terrain, que tu revends le terrain d'un côté, là, tu peux être en TTC. Parce qu'en fait, tu as changé l'affectation. D'accord, donc là, tu as modifié le bien, tu T'as l'as modifié. travaillé, donc tu dois payer. Donc, en fait, pour être Ok. en TVA sur marge, il faut qu'avant que tu achètes, tu ventiles et tu désignes dans l'acte que tu achètes un terrain pour que 1 heure après ou 3 jours après, tu revendes un terrain. Là, tu es en TVA sur marge. Et donc là, c'est 20 points aussi ou... Alors, si tu es en TVA sur marge, c'est 20% de la marge. Et si, par contre, tu revends ton terrain, c'est TTC. Donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu le vends 100 000 TTC. Ouais. Alors que si la marge elle est de 30 000, ça fait que 20% de 30 000, 6 000 euros. Donc il y a beaucoup de marchands ou beaucoup de personnes qui, tu peux finir en marge Ouais, enfin, zéro, puisqu'en fait tu revends TTC et donc en fait à la fin tu n'as pas gagné d'argent. Ou si tu transformes trop, tu es en TTC. Un lotisseur qui Ok. achète un terrain, qui fait les travaux, qui revend, il revend TTC. Ok. Oui, donc bien prévoir ses prévisionnels. Voilà, Sinon, fiscal, comptable, ça- C'est ça, Ça peut pique. partir, ça peut piquer, ouais. Ah, c'est super intéressant. Je vais m'enregistrer l'extrait après parce Ouais, que là, il y a beaucoup d'infos là. Full valeur, je suis content. Mais c'est intéressant de. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas que t'as pas la. C'est marrant que t'aies pas les mêmes frais de notaire en fait, que t'aies Ouais. pas. Que Et t'as puis, la comme tu TVA as dit, sur moi marge, c'est du mais- trading. Moi, c'est Ouais. mon business model, je jouis de faire du trading. J'ai toujours voulu être trader. Sauf que j'ai toujours été attiré par le côté tangible de mon père. Ok. Tu vois, maçon, rationnel, je suis quand même rationnel, je suis un bonhomme, tu vois. Je suis à l'armée, hein, mais bon, voilà, j'ai la tête sur les épaules, je joue pas au loto, quoi, tu vois, je charbonne, quoi. Ok. Mais du coup, moi, ouais, le côté trader me fascine. C'est marrant parce que moi j'ai fait des études de trader à Londres en 2008 où il y a eu la crise financière. Du coup, j'ai pas pu me lancer dans cette carrière parce que les banques avaient gelé les embauches, ils prenaient plus d'étudiants. Et donc à l'époque, je me suis rabattu sur le fait d'être trader média. Donc je tradais de la pub, c'est ce que je fais depuis à peu près 10 ans. Et c'est vrai que du coup, quand tu me fais le parallèle marchand de biens trader, je commence à comprendre un petit peu pourquoi du coup ça m'attire à ce point-là. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a des parallèles intéressants. Bah, j'ai même créé un jeu, tu taperas sur les stores, Florent Albero, j'ai créé 5 applis, donc il y en a une qui s'appelle Trader Immobilier, qui est un jeu. Ok. Et en fait, moi, j'ai jamais aimé. Ah bon, maintenant, ça y est, mais au début, j'aimais pas porter cette étiquette de marchand. Pour moi, je les trouvais pas assez vifs. Je les trouvais un peu, tu vois, un peu sur deux. Beaucoup d'ego, beaucoup d'argent. Et moi, en fait, j'étais vif, quoi. Il faut que ça aille vite. Donc, je me présentais plus comme un, tu vois, dans ma tête, j'étais trader, quoi. Donc, Ouais, je suis un trader. Je suis trader en immobilier. Et là, tu vois, je fais du flip, moi, en fait. Ouais, c'est tu vois, ça. Ouais, non, mais le parallèle. mon business model, il est c'est le parlant. flip, quoi. Tu vois. Il est parlant, c'est marrant. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu d'immobilier? Bah, footballeur. Moi, je voulais être footballeur. Ça a été mon premier burn-out. J'ai raté les tests au centre de formation de Toulouse. Donc, moi, mon rêve, c'était footballeur. J'ai eu une envie courte sur la pâtisserie parce que je suis un gourmand de dingue. Mais sinon, alors là, aucune idée. Aucune. Ok, c'est marrant. Et si tu avais dû investir dans autre chose que l'immobilier, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu aimes bien d'investissement? Parce que moi, je sais que perso, je mets full IMO. Et je sais que sur LinkedIn, tout le monde me dit « Oh, mais faut diversifier, c'est n'importe quoi !» Mais en fait, quand tu as goûté aux effets de levier IMO, au renta que tu as dans l'immobilier, quand tu te mets à faire du 5% par an... avec de la bourse, ou quand tu regardes les SCPI où tu as des droits d'entrée, il te faut 4 ans pour avoir, du coup, avec les intérêts, avoir remboursé les frais d'entrée, avec les parts qui peuvent se faire dévaloriser, tu maîtrises rien. Je me dis, mais c'est de la connerie tout ça. T'es comment toi par rapport à ça? Bah, franchement, je suis un peu comme toi, hein. Il y a un moment de ma vie où j'ai voulu basculer sur le trading.
parce que mes potes m'ont dit, Flo, tu vas trop vite, hein. Franchement, bascule dans la bourse, tu vois, parce que même eux disaient, waouh, c'est un truc de dingue, tu sais, quand tu fais, en 2007, j'ai fait 127 actes, authentiques tout seul, 127 actes. Ah oui, donc une dizaine par mois. Donc, tu vois, j'ai tout seul santé avec mon téléphone. Donc, j'ai eu un début d'envie de faire de la bourse et j'ai tout de suite eu peur. Donc, j'ai pas été. La crypto, bon, mais j'ai même pas regardé. Trop vieux maintenant pour aller là-dedans, trop peur. Et en fait, l'art, à un moment, ça m'a chauffé de faire marchand d'art. Parce que bon, ben voilà, j'achetais des baraques, il y avait des trucs. Mais en fait, non, le côté tangible, ça me rassure. Et puis, voilà, je suis plutôt full IMO, moi. Vraie passion. Ouais, passion IMO. J'ai fait du viager, tout ce qui va tourner autour des mots, ça me... Voilà, ça me perd. Je trouve ça terre à terre. Moi, j'aime bien parce que tu as une vraie valeur intrinsèque dans les mots où... Ça me rassure. Ouais, les gens sont pas prêts d'habiter ailleurs que dans une maison. On va pas devenir des nomades, a priori. En tout cas, pas tout de suite. C'est vrai que moi, j'adore ce côté. J'ai toujours l'impression, quand j'achète quelque chose, d'avoir quelque chose d'utile. Et je me dis qu'il y aura toujours un acheteur pour acheter, pour y vivre, etc. Et je vois un vrai usage, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, en fait, quand tu dis marchand, j'achète des biens qui ont quand même des problématiques de positionnement. On parle de la marge, mais derrière, tu vois, la cave coopérative, si je l'achète pas, il n'y a pas 10 personnes qui habitent dans la cave, quoi. Enfin, dans la maison, des futures maisons. Donc, je crée du logement, tu vois, et ça c'est aussi intéressant. Ça veut dire, c'est pas que j'achète, je vends. Alors oui, au début, pour commencer, parce qu'il me fallait du cash. Mais en fait, quand tu arrives sur tu vois, j'ai acheté des biens où j'ai divisé, où aujourd'hui, il y a 7 voisins, alors qu'à la base, la maison, elle est abandonnée pendant 5 ans. Tu vois, tu te dis, j'ai quand même rendu 7 personnes contentes, tu vois, il y a ça aussi, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair, parce que je vois, pour commencer à côtoyer, du coup, quelques marchands de biens, je vois qu'ils sont super utiles, parce qu'il y a plein de biens qui se vendent pas pendant des années, voire que personne veut racheter, que personne veut rénover, qui s'écroulent dans la rue, avec la mairie qui gueule, parce que du coup, ça coûte de l'argent aux habitants, parce que la mairie, elle doit mettre des murs de soutènement, elle doit empêcher que ça s'éboule, etc. Et souvent, le marchand, ça va être un peu le dernier recours pour l'agent immobilier, pour pouvoir racheter le bien à la casse. Et comme c'est un peu, c'est des profils qui ont peur de rien et qui vont oser acheter un truc où t'as 3 personnes dedans qui payent pas, qui veulent pas partir, un plancher à refaire, un toit qui est pourri. Le marchand, ça va être vraiment le dernier recours avant que ça coûte plein de pognon à la collectivité parce que t'as des gens qui vivent dans des logements insalubres, ça te fait des épidémies, ça s'écroule, ça bloque la rue. Donc c'est vrai que je trouve que quand on voit d'un peu plus près les opérations, c'est vraiment utile, ça crée du logement, donc c'est plutôt cool. Il y a pas que cette idée de profit, flip, argent, profit. À la fin, et souvent, tu crées aussi des petits espaces. Donc, les mauvaises langues diront qu'on fait des cages à poules, que c'est indécent, etc. La vérité, c'est qu'il y a des problèmes pour se loger. Il y a un pouvoir d'achat qui est en baisse. Il y a plein de Français qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, finalement, les petits logements, c'est en fait hyper utile. Et puis, moi, dans mon business model, pour faire du flip, je crée des opportunités marché. Parce que pour pouvoir acheter, revendre, prendre 10, 15, 20, 30, 50% entre le moment où tu signes la promesse et l'acte sans faire de travaux, forcément il faut aller vite, donc tu crées une opportunité marché. L'anglais, quand il achète, il est content, puisque forcément et à chaque fois en fait l'idée c'est de rendre tes acquéreurs contents, de leur amener soit la rareté, soit l'opportunité prix, puisque nous on est commerçants, il faut que ça aille vite, quoi. Donc en fait le marchand de biens il est là pour apporter des solutions à des problèmes en fait. Ouais, clairement. Et comment tu vois un peu, on va faire un peu de prospective là, tu le sens comment le marché, toi qui es au contact tous les jours, comment tu vois l'évolution là sur les prochaines années? Toi tu fais ça depuis 2002, donc tu as du recul là. Comment tu vois les choses? Ouais, je vois. Alors, chaque crise, à mon avis, est différente. On voit bien qu'elle est vraiment différente, même s'il y a peut-être quelques points communs avec 2008 que j'ai connu. On voit que c'est un marché où en fait tu as des vendeurs qui sont pas mûrs, qui n'ont pas compris que forcément il y a moins d'acquéreurs et que c'est plus dur pour obtenir des financements, donc ils sont pas prêts à vendre. Tu as tous ceux qui rêvent, donc qui font chier sur le marché, qui mettent des annonces et qui vendront jamais ou qui essayent de vendre, et tu as des acquéreurs qui sont focus sur un budget, quoi. Donc la banque elle nous prête 300, on veut 350 alors qu'ils pourraient acheter un truc à 200 000. Il faudrait juste qu'ils changent de commune ou juste qu'ils prennent quelque chose de plus petit. Donc si tu veux, il y a les acheteurs qui ont peur d'acheter et qui veulent absolument ce qu'on leur a promis il y a 6 mois, et les vendeurs qui, pareil, veulent vendre le prix qu'on leur a estimé il y a 6 mois. En fait, entre-temps, il y a des choses qui se passent, tu vois. Il y a les taux d'intérêt, il y a le taux d'usure, il y a les guerres en Ukraine, il y a la guerre là, donc il se passe des choses. Donc aujourd'hui, je dirais que le marché, il y a toujours des transactions, c'est plus lent, en tout cas, c'est plus lent. Il y a une baisse significative sur certains secteurs, t'as compris, certains secteurs, et certains produits, mais les gars, faut arrêter, quoi.
vous avez pas, c'est pas moins 50, hein, on n'est pas, tu vois, on n'est pas au champ, quoi. Donc, tu vas avoir peut-être du moins 5, moins 10%, mais du moins 5, moins 10 sur quelque chose de 15% trop cher, en fait, il est juste ramené à la réalité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis c'est ce qu'on a pris en 6 mois, un an avant. Donc, voilà, donc là, on est plus sur un marché haussier. Le mec, il signe, et même s'il est mauvais, il prend 10% à la fin de l'année. Donc ça, il va falloir bien acheter. Donc, il va falloir bien acheter. Il va falloir acheter des produits qui vont te permettre d'écouler, la classe moyenne, elle cherche quand même pas mal. On s'aperçoit que c'est vraiment la cible où il faut pas aller aujourd'hui. C'est triste à dire parce qu'en fait, ils ont pas de pouvoir d'achat, ils ont peur. Donc en fait, ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne, c'est on va dire, suivant les secteurs, ça va être du moins de 200 000. On va dire le 150 000, tu vois, ce budget-là. Et après, forcément, les marchés qui sont pas touchés par la crise, où ils payent comptant, la Côte d'Azur, là où je suis et tout. Donc là, bon, voilà, no comment, même s'il y a un ralentissement. Et tous ceux qui ont l'argent pour payer. Alors, l'entre-deux, c'est danger aujourd'hui. C'est compliqué et dangereux. Tu dirais du coup l'entre-deux serait de 200 à 400? Ouais, je dirais que l'entre-deux, c'est, on va dire, plutôt 250 000 à aller 400, 450 000. Ouais. Voilà, je pense que c'est eux qui ont quand même la plus grosse perte de pouvoir d'achat et c'est là où il y a le plus de monde et forcément, donc ouais, je dirais que c'est, ouais, en fonction des secteurs, entre 250 et 450, ça peut, voire 500, certains secteurs, ça peut être, si tu ramènes un produit là, ça peut être compliqué aujourd'hui. Ok, c'est hyper intéressant de le voir par tranche comme ça. Oui. Moi, je le vois, j'ai plus des réflexions, moi, locales, moins par tranche. Après, c'est un peu lié parce que en fonction de la zone, il n'y a pas les mêmes pouvoirs d'achat et pas les mêmes attentes. Du coup, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un immopreneur qui se lance au vu du contexte là, tel que tu nous le décris? Bah, clairement, je pense que mon expérience était quand même un peu faux folle de pouvoir signer autant de dossiers. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Moi, je dis à mes enfants, si tu as 1 heure pour couper un arbre, passe 45 minutes à aiguiser ta lame. Donc, je dirais à un infopreneur, passe 45 minutes, passe 45 jours, passe 45 heures à étudier ton marché, à comprendre qui est le client final, s'adresser à la bonne clientèle et foncer. Parce que même si aujourd'hui c'est 4,5%, 5%, c'est que dalle. 5%, mes parents, ils ont emprunté dans les années plus 92 ou 93 et 14 ou 15%. Et puis, c'est quelque chose que tu pourras potentiellement soit revendre, soit renégocier. Donc, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut vraiment avoir une vision globale de ce que tu vas faire, quoi. Tu vois, C'est marrant parce que j'aime bien tes conseils, ils sont hyper terre à terre parce que aujourd'hui, quand un immopreneur a 45 heures, il va plutôt scroller l'influenceur immobilier sur Insta que d'aller au contact, rencontrer les agents immobiliers de la zone qu'il vise, comme toi tu as pu le faire, aller voir le géomètre, aller discuter avec le notaire, visiter. Je vois beaucoup trop de gens qui sont dans des réflexions macro, ils regardent les chiffres de l'inflation, etc. Mais en fait, ils n'ont aucun ancrage local. Moi, je suis beaucoup plus dans l'action. Ton idée, dans l'action, et je vise une zone. Moi, c'est les Yvelines, Bord-Normandie, et là-dessus, je rencontre, je regarde, je visite, et vraiment, je suis actif et j'essaye de bien ressentir ce que les gens ont besoin. Et je trouve que c'est un super conseil. Ouais, franchement, je pense que t'es dans le vrai. T'es dans le vrai. Pour quelqu'un qui veut travailler sur l'idée, c'est travailler vraiment sur un micro-secteur, un petit secteur. Ça peut être un quartier, ça peut être un village, mais voilà, de pas s'éparpiller pour vraiment comprendre qui sont les acteurs de cet écosystème, comprendre qui vend, pourquoi ils vendent, depuis quand ils vendent, qui cherchent, pourquoi ils cherchent, où ils travaillent, quel budget ils ont. Et voilà, c'est un genre de business plan, mais en mode action, pas en mode ouais, je vais regarder la data, tu vois. Donc là, pour l'instant, non, on n'est pas à regarder la data. Pour l'instant, on est en mode ressentir, visualiser, rencontrer, tu vois, c'est ça. Ouais, je suis carrément d'accord, les data. En plus, dans l'immobilier, c'est tout pareil sur les bureaux. Combien de fois on m'a dit, mais là, du coup, je vends mes bureaux. Combien j'ai eu d'acheteurs qui sont venus me voir en mode ouais, mais les bureaux, ça baisse de 50%, ça vaut plus rien, ça se vend à la casse. Et j'ai fini par les vendre plus cher que je les ai achetés. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aussi là-dessus un peu, qui essayent d'être. C'est hyper alarmiste. J'ai l'impression que les médias, ils se font souvent l'écho de la situation économique des promoteurs. Et en fait, la situation financière des promoteurs, est-ce qu'ils font de la marge, est-ce qu'ils font du résultat, est-ce qu'il y a des mises en chantier, c'est un peu ce qui dicte le marché, mais en fait, pas du tout. Et les particuliers, ils sont nourris de ces infos, ça va mal, on construit plus, avec les promoteurs qui tirent la sonnette, etc. Donc oui, eux, ça va mal, mais en fait, quand t'es un particulier, t'as pas du tout les mêmes intérêts, t'es pas du tout sur les mêmes enjeux, et t'es pas du tout lié à ces gens-là, quoi. Non, mais puis, voilà, faut parler cash, quoi. Si t'es promoteur, si tu fais pas de politique, ou si t'es pas proche d'un bord politique, ou que t'as des connaissances centrées à la mairie, tu feras rien du tout. Donc oui, aujourd'hui les médias, forcément, voilà, il y a ce côté-là. Donc c'est l'économie, c'est tout ça, tu vois, je veux dire, on crée des logements. Donc
Donc oui, je suis d'accord avec toi que oui, il n'y a pas que ça. Le marché de l'immobilier, c'est pas que la promotion. Ça en fait partie, mais il se passe encore plein de choses en souterrain. Il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui font des marges. Ouais, il y a encore plein d'opportunités. Moi, dans la zone où je suis, moi, du coup, c'est mon sujet, moi, c'est les maisons individuelles. Dans la zone où je suis, là, c'est, si tu vas sur Meilleur Agent, c'est du plus 4% en 3 mois. Donc, en fait, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Non, mais le marché en ce moment, est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que bah, tu vois, t'aurais acheté une maison il y a 3 mois, là, ça faisait déjà plus 4% sur 300 000 euros. Ouais. T'as pris 12 000. Voilà, t'as pris 12 000. Donc, ouais, il y a encore de l'argent à faire, c'est certain. Mais j'aime bien ton truc d'être expert marché, etc. C'est un super conseil. Devenir expert de sa zone géographique, travailler sur le local. Ouais. Mais c'est bien que les médias véhiculent notre façon de penser. C'est peut-être aussi pour ça que quand on communique sur Internet, on est suivi, on est écouté, on est attendu. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais le podcast. Je pense que finalement, nos points de vue, jusqu'à présent, vu que c'est les médias qui décidaient ce que l'on pouvait dire, ce que l'on pouvait raconter, bah, tu avais toujours un point de vue qui allait dans le même sens. Là maintenant, heureusement, on est présent sur les réseaux, on parle, donc ça fait un autre son de cloche. Mais j'ai l'impression que ça permet pas encore de faire basculer les mentalités, et malgré qu'on monte nos réussites, ça permet pas encore de mettre dans la tête des gens que bah non, le marché n'est pas mort, quoi. Ouais, c'est sûr, oui, on n'a pas l'audience pour passer devant TF1 pour dire non, forcément les gars, là vous voyez le verre à moitié vide, même si c'est compliqué. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Même si on peut s'exprimer sur LinkedIn, comme c'est le cas tous les deux, ou d'autres supports, TikTok et compagnie, mais je suis assez d'accord avec toi. Raconte-moi, tu t'es lancé quand, toi, sur LinkedIn parce que je crois que tu es pas mal suivi, si je me trompe pas. Ouais, je m'étais fixé d'avoir plus d'abonnés que ma ville de naissance, ça s'est fait. Donc là, j'ai en ligne de mire Paris, mais bon, Paris, ça va faire un peu haut. Mais non, donc clairement, oui, ça fait, je veux dire, depuis le Covid, je m'y suis mis à fond. J'avais regardé en 2018 comme ça. Je m'y suis mis à fond depuis 2020, donc ça fait 3 ans. Et on est quasi 66 000 personnes à suivre tous mes écrits, on va dire. T'es pas le plus gros sur l'IMO? Parce que j'ai l'impression quand même. Je sais pas. Si, pardon. Oui, si. Il y a eu un classement. La dernière fois, j'ai même pas capté. En fait, j'étais premier du classement influenceur IMO. J'en ai pas trouvé justement parce que du coup, moi, LinkedIn me suit en tant que créateur, mais il me met dans finance. Ah ouais. Et moi, je suis pas d'accord. Ouais. Je fais de l'IMO, moi. C'est l'IA, parce que c'est l'IA en fait. Favicon, c'est ça? Alors, il y a Favicon, oui. mais il y a aussi LinkedIn qui classe les IMO dans finance. Oui. Et même quand tu regardes les podcasts qui parlent d'immobilier, on est dans business. Oui. Mais je comprends pas. L'IMO, c'est un des plus gros secteurs de l'économie. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est vrai. Et en fait, il nous met dans des cases. On nous met dans des cases avec des infopreneurs, avec des gens qui parlent d'ETF. Mais moi, ça a rien à voir. Favicon, en fait, moi, je vois, putain, il me classe. Tu vois, j'ai fini 195e influenceur France. Ah, c'est LinkedIn. Bon, j'étais content et tout. Je vois, c'est bien et tout. Je lui dis, mais attends, tu m'as mis dans quelle étagère là? Étagère finance. Oui, je fais de la finance, oui, mais dans l'immobilier. Donc, et de là, il me dit, ouais, excuse-moi, c'est l'IA et tout. Donc, il m'a envoyé, du coup, le classement immobilier. Donc, j'aimerais bien le voir, justement, parce que je le cherchais sur Favicon et je l'ai pas trouvé. Je voulais voir un peu si je te rattrapais. Ouais, mais oui, mais fonce, vas-y, carrément. Il y a la place, il existe ce classement. Ouais, il existe. Et oui, il y a de la place. Bien sûr, il y a la place, bien sûr. Il y en a. Je te la laisserai pas, mais bien sûr. Je rigole. Mais quand t'es arrivé, tu devais être dans les premiers, là. Parce que moi, je parle d'IMO depuis pas super longtemps. Comparé à toi, ça fait 4 mois. Ouais. Ça fait 3 ans. Ouais, et puis j'ai charbonné. Il y avait personne au début. Ouais, je pense, oui. Enfin, ouais, non, moi quand je suis arrivé, putain, je voyais des mecs qui avaient 15 000 abonnés. Je fais, waouh, 15 000, la honte, moi j'ai qu'une personne. Et après, je me suis dit, allez, vas-y, je tape dedans. Et j'ai écrit tous les jours. Tous les jours, t'as posté? Tous les jours. Ah oui, tous les jours. Il y a plein de jours. Combien de. Tous les jours, depuis. Même là, toujours, tu postes tous les jours? Ouais. Des fois 2 par jour. Deux par jour, ouais. Tous les jours, j'ai essayé tous les formats. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Il y a eu des échecs, il y a eu des apprentissages. Donc, ouais, c'est génial. Et au début, tu postais pour avoir du deal flow sur ton business, parce qu'après, on va parler du coup de ce que tu fais aujourd'hui, mais au départ, tu le faisais dans quel objectif? Au départ, on m'a dit, il y a un réseau social. Alors moi, j'étais pas très réseaux sociaux, tu vois, je suis un vieux Shibani, comme on dit. Et en fait, on m'a dit, ouais, c'est pro et tout. Bon, bah, j'ai dit, ça s'appelle LinkedIn, LinkedIn, tu vois, je sais même pas comment ça s'appelle. Et je regarde, je vois, ouais, marchande bien, putain, lui marchande bien, lui. Je connaissais pas les mecs et tout. Et je me suis dit, écoute, moi, il faut que je me fasse connaître, quoi. Donc, avec les personnes que je connais, donc je suis allé comme ça. Et le jour où j'ai eu le déclic, donc le 16 mars 2020, le jour où on nous a dit, restez dans la maison, vous êtes confinés, j'ai dit, bon, bah là, ça y est, moi, là, je crée une appli. Et là, moi, sur LinkedIn, ils vont avoir mal à la tête.
Donc à partir de ce jour-là, j'ai pris un copywriter, j'ai commencé par ça, il m'a dit « Est-ce que tu es prêt à tout dire ?» Je dis « Wow, t'es chaud, qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Il me dit « Mais t'as perdu 1 million d'euros par exemple. » Ah ouais, non, mais je peux pas raconter ça. Et donc en fait, je me suis mis à nu, et en fait, là, ça s'est accéléré. J'ai vu des gens de partout télécharger mon appli, donc j'ai 2200 apporteurs d'affaires sur mon application WIM, et donc 66 000 personnes qui me suivent, et des dossiers à 100 000, comme des dossiers à 10, 12, 15 millions qui me sont proposés, pas tous les jours, mais des gros dossiers, pas tous les jours, mais en fait, c'était dingue, quoi. Et donc, ça t'a rapporté tout de suite du business. Tout de suite, en fait, ah ouais, putain, c'est étonnant, putain, c'est un casque bleu, marchand de bien, en plus il fait du flip, putain, il a créé un jeu mobile, parce que j'ai fait 5 applis, le mec il fait des applis, pourquoi il fait une appli? Il y a que lui qui fait une appli, mais c'est qui ce mec? Et donc la jalousie, forcément, la curiosité, tous ces trucs-là, mais ouais, c'est tout de suite, j'ai eu une audience, quoi, et donc bien. Raconte-moi, Florence, c'est que tes 5 applis là, déjà, pourquoi tu t'es lancé dans les applis? Moi perso, j'en ai déjà fait une, je m'étais lancé dans une appli de bingo, j'ai perdu 60 000 euros, ça a été un fiasco total, j'ai changé 6 fois de développeur, ça m'a pris la tête, je me suis dit que plus jamais j'irai. Après, je t'ai rencontré, j'ai vu que t'as une appli en plus dans l'IMO, successful. Là, j'ai dit, il me remet l'eau à la bouche, c'est pas possible, faut pas que je revienne dans ce milieu. Et toi, mais pourquoi t'es parti là-dedans? T'as un copain qui est développeur, comment Non. Là, dis-moi, c'est quoi tes 5 applis et pourquoi? Alors, déjà, c'est comme les 250 acquisitions que j'ai faites. Déjà, j'ai commencé par une. Donc, avant d'arriver à 5, tu vois, j'ai commencé par une. Mais en gros, si tu veux, ça part souvent, me connaissant, et beaucoup de gens, d'une peur, d'une angoisse. D'accord? Donc, en fait, on t'annonce que tu es confiné. Quand tu vois un peu le tempérament d'hyperactif que j'ai, tu te dis, ça va être compliqué de me retrouver seul sans rien faire et puis perdre de chiffre d'affaires. À la fois, ras-le-bol de visiter. Donc, ras-le-bol de visiter, on peut plus visiter, égale différenciation. Donc, réseaux sociaux en plus, essayer de se faire démarquer. Donc, je dis, je vais créer un robot. Au début, mon idée, c'était de faire de l'IA en 2020. C'est-à-dire de créer un robot qui me détecte les anomalies marchés, donc sur tous les marchés, et qui me dise, Flo, voilà, la bonne opération pour aujourd'hui, c'est celle-ci. Et je me voyais acheter un bien par jour sur mon téléphone. On m'a dit, Flo, écoute, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça risque de te coûter 500 000 euros et il y en a pour 2 ans. J'ai dit, écoute, le confinement, je pense pas qu'il va durer 2 ans. 500 000 balles et je me vois pas les mettre. Et si tu me dis que c'est même pas sûr, on abandonne. Par contre, je veux créer une appli. Il m'a dit, mais Flo, une appli, personne n'a d'appli. C'est compliqué, les applis. iOS, il y a un langage. Android, il y a un langage. Donc, c'est compliqué. Et tout est concurrent. Non, pas d'appli. Mais je suis dit, c'est pour ça, tu me fais une appli. Donc c'est parti de mon côté un peu taureau, on va dire, du coup, qui a fait que du coup, je me suis entêté à faire mon appli. Donc mon appli, comment on l'appelle? Florent Albero. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était quoi? En fait, l'idée, c'est je visite pas. C'est-à-dire que si tu t'inscris pas sur mon appli et que tu déposes pas un dossier, on se parle pas. Et une fois que tu as déposé le dossier, je t'appelle et je te dis si ça colle ou pas. C'est comme ça, c'est mes règles, puisque je peux plus visiter. Attends, déposer un dossier, là, tu voulais que qui dépose des dossiers? Ah, ben mes potes, j'avais, donc 2020, ça fait 18 ans de métier, donc j'avais quand même 150 vrais potes. Et je me suis dit, si 150 ils téléchargent et m'envoient des dossiers à distance, j'achète à distance. Parce que donc là, c'est des gens qui t'envoient des dossiers, c'est des agents IMO? Ah oui, c'est quel profil? Pro de l'IMO, pro l'IMO, Okay. 100% pro IMO, donc agent immobilier, mandataire immobilier, éventuellement un notaire, un géomètre, un promoteur, un marchand qui m'envoie un dossier, quoi. Donc je me dis, écoute, je vais avoir 50 mecs qui m'ont envoyé le dossier et moi je vais acheter. Et puis on verra, qui vivra verra. Et sauf qu'en fait, comme sur LinkedIn, ça part très fort et comme en fait, mes potes, c'est des gros feignants et ça les a fait chier de télécharger l'appli, pas de problème. Sauf que je me suis retrouvé avec 100, 200, 500, aujourd'hui 2100 personnes qui sont inscrites sur mon appli. Donc en fait, ça a pris une ampleur que même moi, je pensais pas. Donc en fait, si tu veux, quand j'ai créé cette appli, avant ça, j'en avais d'autres en tête. Et en fait, WIM, Florent Albero est devenu WIM. Donc, c'est on achète vos biens en un clic. Donc, il y a 2100 professionnels qui ont téléchargé l'appli, partout en France. Et il y a plus de 300 marchands de biens qui sont venus par curiosité. C'est qui ce foufou qui crée une appli qui se fait chier, comme tu dis, avec tous ces langages informatiques. Parce que là, c'est pas une appli. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est pas un site internet. Ça va vous coûter beaucoup plus de temps et d'argent que ce que vous avez pensé. Donc, et ça bug tout le temps. Et ça bug tout le temps. Et des mises à jour. Avec tous les et voilà, et l'autre il a un truc, et l'autre il a pas la version iOS, mamma mia. Et là aujourd'hui, j'ai fait une capture d'écran parce que j'ai ma nouvelle mise à jour qui est sortie sur mon appli, correction de bugs, trop d'utilisateurs. Voilà ce que j'ai sorti aujourd'hui. Mais donc si tu veux... c'est une appli B2B, c'est ça qui est marrant. B2B, ouais. Parce que tout le monde fait des applis B2C.
Alors moi, je connais très peu d'applis B2B en fait. Ouais, donc c'est une appli B2B en fait, où en fait, je me suis retrouvé à faire 800 offres d'achat sur toute la France sans visiter, grâce et à cause de cette application B2B. Et en fait, si tu veux, pendant le Covid, je me suis très vite fait chier, parce que j'ai pris la décision de faire l'appli. L'appli, pour moi, elle est faite. J'ai pas pris conscience que ça allait prendre plus de temps que prévu et tout. Ouais. Donc j'ai dit, écoute, je m'emmerde, je veux créer un jeu. Donc comme j'avais commencé à créer un jeu humanitaire, parce que j'ai créé aussi un jeu humanitaire pour sauver des vies d'enfants, donc ça s'appelle Tao. TAWO, c'est un jeu qui permet plus tu cours, plus t'offres des repas des enfants malnutris dans le monde. En fait, j'ai dit, crée-moi un jeu, fais-moi un jeu. Comment on va l'appeler? Trader immobilier. Donc, on va l'appeler Trader immobilier. C'est un jeu où, en fait, tu vas pouvoir swiper pour acheter et revendre des maisons. Et celui qui achète le plus de maisons, qui fait le plus de plus-value, il a gagné. Et donc, si tu veux, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Donc l'appli, j'ai vu qu'elle marche à moitié encore, puisque bon, en 2020, tu mets doute, une application, c'est tous les 15 jours, quoi. Tu vois, il faut faire la mise à jour. iOS, Apple, là, c'est des branques. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, donc, il y avait la première appli, Tao, il y avait la seconde, qui est devenue Wim, B2B, marchand de biens, et puis il y avait ce jeu. Et puis les développeurs me disent, ouais, c'est pas mal ce système de swipe, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et ils me disent, on pourrait faire une version payante. C'est-à-dire un peu Picsou, c'est-à-dire où il y a de la pub, et donc on a créé notre appli qui s'appelle Swipe Tycoon. En fait, tu swipes et tu as de la pub, tu bouffes de la pub. Ouais, et en fait, donc c'était un format un peu B2C. Le Trader Imo, c'était un peu ma carte de visite, quoi, tu vois. C'était qui sera le plus fort que Florent, tu vois, c'était un peu un jeu pour rigoler, quoi, tu vois. Et après, donc là, on est à 4, hein, c'est ça? Ouais. Non, 3. Tao, oui, mais... Trader et Swipe Tycoon. Ah, Swipe Tycoon, c'est pas... Je crois que c'était Trader que t'avais... Non, d'accord, c'était 4. Et donc, je dis à mes gars, bon, maintenant, on arrête les jeux, on fait du vrai. Donc, je veux, mais comme on a les systèmes de swipe, je veux faire le Tinder des investisseurs immobiliers. Donc, j'ai créé Willy. Donc, c'est une application que j'ai développée, V1, V2, V3. Bon, je suis pas loin de tes dépenses, c'est rien que sur celle-ci, tu vois un peu le truc. Et donc, du coup, là, on est en train de pivoter pour faire de Willy. Donc, on est en train de brander, de faire un nouveau business model autour de la rencontre, du matching d'investisseurs immo. Pour faire des opérations entre immopreneurs ou... Ouais, ça va être, je pense qu'on va être sur un mix de club deal. Tu vois, et éventuellement de foncières, par exemple, voilà, t'as envie d'acheter un immeuble avec moi dans le 16e, voilà, bon, 15 bars, bon, voilà, on les a pas, par contre, je dis une connerie, à 15 potes, tu vois, on peut acheter l'immeuble dans le 16e, dans le 16e. Oui. Je dis une connerie, hein, peut-être c'est 150 millions dans le 16e, tu vois. Non, mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça, c'est découvrir aussi, tu vois, découvrir des profils comme moi, qui font du flip, découvrir des mecs qui font de la réno, des mecs qui font que du squat, des mecs qui font du viager, C'est quoi que t'appelles le squat? Mais en fait, il y a des mecs qui sont spécialisés, des biens qui sont squattés en fait. Ah oui, c'est leur, d'accord, tu vois, c'est leur bien squatté, ouais. Voilà, c'est des niches en fait, tu vois, il y a pas mal de niches, des gens qui font du démembrement. Donc l'idée c'est de faire découvrir à des investisseurs IMO un genre de club deal pour découvrir, rencontrer, matcher et co-investir ensemble, investir, tu vois, voilà. On a ça en tête, donc on va pivoter là-dessus, ouais. Ok. Et tu communiques plutôt sur Wim que Wim parce que c'était compliqué, donc là je pense qu'on va plus être dans un schéma de branche plutôt qu'un deuxième arbre, si tu vois ce que je veux dire. Donc il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il valait mieux que j'ai un arbre qui s'appelle Wim et créer d'autres branches plutôt que créer d'autres marques. Moi je suis pas très fort pour changer de casquette à chaque fois, donc c'est difficile de communiquer sur voilà. Chaque fois qu'on a essayé, on les a perdus. Mais en fait, Flo, il fait de l'humanitaire, il a ci, là. Donc en fait, dès que j'ai simplifié, je dis voilà, moi, je suis le fondateur de Wim. Je suis marchand de biens depuis 21 ans. De suite, voilà, l'étiquette et la compréhension est plus simple, quoi. Et du coup, je crois que tu te focuses pas mal sur Wim en ce moment. Ouais. Je crois que tu es en train de faire évoluer ton business model. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, ça part encore une fois, c'est-à-dire que je me dis, je suis dans le bateau, hein, ça y est, je suis dans le bateau, donc je me retrouve avec 500, 600, 1000, 1500 personnes inscrites dessus, j'ai créé ma marque, j'ai embauché 10 gars, les gars, on fait du full achat sans visiter, quoi. Donc on se retrouve à signer des compromis en veux-tu en voilà, on se retrouve à étudier entre 3 et 10 dossiers par jour, et on se rend compte que le modèle d'achat à distance, forcément, il est quand même, tu vois, avec ses forces et ses faiblesses, compliqué, puisque forcément, on n'a qu'une version de la vérité, de l'agent qui est sur place. Donc il y a beaucoup là on se rend compte de l'envers de lui-même, hein, du bon et du mauvais côté. Et je vois que j'ai pas assez de data, mon équipe est pas assez suffisamment structurée. Il aurait fallu que j'ai quelqu'un en local qui visite à chaque fois. Je vois qu'il me manque un truc, donc je décide d'arrêter ce business model. Et heureusement que je l'ai arrêté il y a quelques mois. Enfin, il y a une petite année. Ouais, il y a une année. Ouais, il y a une petite année que j'ai décidé d'arrêter parce que si aujourd'hui j'avais mes 10 personnes achetées à distance, là je crois que je me mettais contre un mur. Donc je pense que j'ai ressenti ça. Et donc en fait, je me suis dit bon ça y est, cette fois-ci
le robot, je le fais. Donc la petite anecdote, c'est que tu vas savoir la semaine prochaine avec qui je m'associe, puisque je lance, donc on travaille là, on est en plein sur les algorithmes, on est en train de créer de ta propre IA pour te détecter tes opportunités marché, tes anomalies marché. Donc en fait, on est en train de travailler sur l'IA, donc WIM AI, WIM IA, on est en train de créer. Et si tu veux, je me suis dit, l'appli, soit je la vends à un opérateur, soit, et j'ai une collègue qui m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresse le département 31. Je lui dis, ouais, vas-y, tu me donnes combien? Elle me dit 31, je te donne 5000. Je lui dis, à mes conditions, ok. Elle me dit, je te fais le virement de suite. Bon, je lui dis, de toute façon, je vais en faire quoi de l'appli? Donc, je dis, mes conditions, c'est un an d'exclusivité sur la plateforme, toute seule, une journée ultra opérationnelle avec toi, et je t'explique tous mes secrets, et tu me poses toutes tes questions pendant 24 heures, et potentiellement, on est partenaires. Donc, s'il y a des opérations que tu te sens pas de faire, je suis là pour les faire avec toi. Tu vois, un peu un genre de partenariat. Donc, je me suis dit, si je vends un département et j'ai rien fait, je peux en vendre 2. Donc, aujourd'hui, en même pas 3 mois, j'en ai vendu 25. Donc j'ai 25 partenaires. Je suis parti de tout seul acheter sans visiter à 25 partenaires. Donc je couvre 25 départements. Voilà. Et tu repars sur une approche plus locale avec quelqu'un qui est ancré. J'essaie de résoudre les problèmes que je me suis aperçu en achetant à distance. D'abord avoir quelqu'un local pour, comme tu dis, maîtrise du marché, localement, aller voir l'urbanisme, tout ce qu'on ne faisait pas forcément avec l'achat à distance. Et donc, j'ai des gens qui vont me pré-mâcher une grande partie du travail et qui ont besoin d'être confortés par l'expérience que j'ai pour éviter de faire toutes les conneries que tout le monde fait, quoi. D'accord. Donc là, la personne, elle préempte une région, tu l'accompagnes une journée à fond. Et quand elle fait des opérations avec toi, du coup, ça veut dire quoi, ça, ce partenariat? Ça veut dire qu'on va déterminer en fonction de son secteur mon cahier des charges. Donc le mien, je vais lui dire, voilà, en fonction de ton cahier des charges, en fonction de ton secteur, mon cahier des charges, c'est celui-ci. Donc tel type d'opération, tel chiffre d'affaires moyen, plus ou moins la marge qu'on prévoit de faire. Donc il y a une clé de répartition qui est pour l'instant de 50-50. Je finance l'intégralité, je m'engage à signer, il prend 50% de la marge. C'est moi qui porte le risque, c'est moi qui paye les frais FI, c'est moi qui paye les frais de géomètre, c'est moi qui finance tout ça. Donc voilà, on n'est plus dans cette clé de répartition. Sur des sujets pas mal, je trouve que la proposition de valeur, elle est quand même canon. Moi, quand tu m'en as parlé au début, je me suis dit, pas mal son truc quand même, parce qu'il prend les risques, il t'aide à financer, il t'apporte le deal flow, il te forme. Et voilà. Et si tu veux, voilà, je trouve que c'est assez complet quand même pour celui qui veut se lancer en tant que marchand de biens aujourd'hui. Je pense, c'est smart parce qu'en fait, tu te dis, je vais regarder le mec faire, je vais apprendre, je vais voir toutes les conneries que j'aurais pu potentiellement faire ou les conneries qu'il a faites. Donc, tu gagnes de l'argent sans mettre de l'argent en apprenant. Je trouve ça que c'est smart. Et après, on verra comment ça se passe. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir une petite 50aine de partenaires, tu vois, d'ici le premier trimestre 2024. Voilà, pour avoir peut-être même si je suis pas présent sur tous les départements, c'est potentiellement 50 utilisateurs de l'IA. Donc, parce que c'est un SaaS, en fait, qu'on crée avec Francis, mon futur associé. Et donc, puis après, on sait pas, chemin faisant, un partenaire qui veut faire le club avec moi, donc un autre qui voudra faire la formation avec moi, un autre, tu vois, on va construire une équipe de partenaires, en fait, tu vois. Une armée, quoi. C'est ce qu'il faut. C'est cool, j'y crois beaucoup à ton produit, je le trouve assez sexy. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que dans ce métier de marchand de biens, moi, ce que je voyais sur Internet, c'était avant tout des modèles club, un peu comme celui que moi je fais, mais qui n'avaient pas vraiment d'autres modèles où on t'aidait à te financer, où on t'apportait du deal flow, etc. C'était plutôt des modèles qui étaient centrés sur le transfert de connaissances et d'expériences uniquement. C'est ce que je voulais pas faire en fait. Je voulais pas partir dans. Je voulais pas avoir l'étiquette. Donc déjà, je veux pas avoir l'étiquette d'influenceur immobilier, même si c'est un peu trop tard. Même si je me donne les moyens d'attirer une audience. Je voulais pas avoir surtout l'étiquette du formateur parce que j'estime que je suis quelqu'un qui porte le risque, quelqu'un qui je pense que le courage, l'audace fait partie de mon ADN et je voulais pas donc c'est une offre un peu plus globale où il y a la transmission de savoir-faire, il y a un outil informatique, il y a une vision globale, il y a un partenaire, t'es libre mais pas seul. Donc le marchand en fait c'est un métier quand même assez solitaire, c'est quand même assez dur puisque tu prends souvent tes décisions seul, tu es souvent seul, tu vois. T'as un phénomène de temporalité qui est pas le même pour toi que pour l'agent immobilier. Quand toi tu sais qu'il faut que tu remontes vite, pour toi c'est 15 jours, mais pour lui c'est 6 mois. Donc tu vois, je veux dire c'est un métier qui est souvent aussi mal vu, incompris. Donc c'est tout ça en fait que je leur propose qui fait que ça rend le truc cool quoi. Super, et du coup demain, donc là tu laisses l'appli se développer, tu vois un peu les opportunités qui tombent. Et finalement tu es revenu sur ton objectif de base, tu m'as dit tout à l'heure, quand j'ai voulu lancer l'appli, je voulais une IA qui me sorte tout. Et du coup, après en avoir lancé 5,
tu arrives à l'objectif final. Ah ouais, en fait, chemin. Donc ça m'a coûté 200 000 balles, 220 000 balles, toutes ces applis. C'est pas si élevé pour 5 applis, 220 000 balles. Bon, j'ai une aide de la région, hein, quand même. Il faut remercier la région, la Nouvelle-Aquitaine, qui a supporté sur le jeu humanitaire et qui a financé une partie du jeu. Donc c'est l'appli qui m'a coûté le plus cher. Alors là, une application mobile, c'est cher, mais un jeu vidéo, c'est extrêmement cher. Donc, c'est une application mobile jeu vidéo. Donc là, ça coûtait très cher, sachant que normalement, une application mobile dans le jeu vidéo, c'est minimum 250 000. C'est pour ça que je l'ai pas emmené au bout, Voilà. alors, avec mes beaux 60 000. Non, 60 000, voilà, t'es pas taillé pour aller dans le même. Je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt 200. Voilà. Il va falloir faire une ou deux divisions. Voilà, c'est ça. Et moi, si tu veux, c'est pareil. J'ai lancé le jeu humanitaire. On m'a accroché avec 15 000. À la fin, j'ai mis 50. La région a mis 50. Et en fait, il en manque encore 150, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, mais oui, je suis revenu en plus différent, mais avec l'idée de retourner sur mon robot. Mais au lieu de le faire que pour moi, le faire pour les autres. Tu vois? Ouais. Parce qu'au début, le robot, il était pour moi. Aujourd'hui, potentiellement, il sera peut-être pour moi, mais il sera aussi pour mes partenaires. Il sera aussi peut-être pour toi, pour tous les investisseurs, parce qu'on ne va pas ouvrir la niche que marchand. On va ouvrir aussi... En fait, c'est une expérience qui va te permettre de gagner un temps fou et de trouver l'opportunité dans tout ce... On est passé de pas d'annonces à 1 100 000 annonces actives, dédupliquées, que j'ai achetées en stock. Ouais, parce que tu scrapes, je crois, toutes les plateformes. 10 000. Tu remontes les... 10 000 sources. Ok. C'est-à-dire que la petite agence qui a une annonce à Tourcoing, on a l'information. Donc on a accès à toutes les informations. Et c'est ça, plus tout ce qui s'est vendu, qui va faire qu'on va créer un algorithme pour aller chercher un peu les anomalies. Je trouve que d'un point de vue extérieur, il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation dans l'immobilier par rapport au digital. On voit les boîtes dans l'immobilier qui montent, c'est plutôt on a vu beaucoup de l'immobilier clé en main. Il y a beaucoup de gens qui veulent rien faire et juste poser l'argent. Ça, on en voit tous les jours. Moi, c'est moins mon truc et moi, c'est pour ça que j'ai appelé club immopreneur, parce que moi, je veux attirer à moi des gens qui font, des gens qui sont sur le terrain. J'ai plus un mindset proche du tien. Mais finalement, il y a beaucoup aussi de logiciels, des SaaS B2B, où tu as plein d'entrepreneurs qui ont levé pour aller vendre aux grandes entreprises, des logiciels de pilotage de chantier, etc. Bon, bonne chance à eux, ça doit pas être si simple. Ça doit être compliqué. Mais dans le reste, dans tout ce qui est scrapping de données, aide à l'analyse, etc., tu as des logiciels de simulation de rentabilité, tu en as 2, 3, 4, des logiciels d'alerte. Mais en fait, je me dis que par rapport à la taille du marché, et par rapport à toutes les évolutions du digital, et je trouve que les gens, ils dorment un peu, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, c'est comme... Je bois pas de vin, mais je pense que c'est un peu la France, quoi. La France, avec nos acquis, on a le meilleur vin du monde, on est les meilleurs restaurateurs du monde. Enfin, il y a des pays, ils charbonnent, hein. Donc, et tu vois, l'immobilier, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que voilà... Bon, il y a des moteurs de recherche. Si tu regardes, ils se ressemblent un peu tous. Enfin, tu vois, c'est un peu qui copie l'autre, quoi. Tu vois, ils se copient, ils osent pas. Et l'idée, nous, c'est vraiment de passer de rien à ChatGPT, quoi, tu vois. Ça serait ça, le délire, quoi. C'est de proposer une expérience dingue pour se dire, ah ouais, c'est génial, même si en soi, c'est de la recherche d'opportunités fait par un robot, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est ça, j'ai aussi envie de m'amuser, tu vois. On va revenir un peu sur la partie personal branding. Je crois que tu m'as dit que via ton personal branding, tous les jours en organique, c'est ce qui te permet d'obtenir des téléchargements pour apporter du deal flow dans ton appli. C'est quoi tes objectifs dans le futur, dans le personal branding? Tu te dis, je vais poster tous les jours sur LinkedIn toute ma vie. Tu envisages peut-être de venir un peu sur YouTube, le podcast, Instagram, ou vraiment tu te sens bien sur LinkedIn et tu te dis c'est là-dessus que je vais rester et que je vais bastonner? Franchement, je vais continuer à bastonner sur LinkedIn, même si franchement LinkedIn, ça a beaucoup changé. Je crois que c'est le marché, c'est de plus en plus dur. Il y a plus de créateurs de contenu. Bon, il y a beaucoup d'audiences silencieuses aussi dans mon business, donc c'est beaucoup de jalousie. Donc je pense que je vais continuer. Je commençais à faire du TikTok, j'ai trouvé ça smart pour un vieux fou comme moi. Instagram un peu. Podcast, franchement, ouais, ça me parle bien parce que je connais des personnes quand même qui ont un parcours de vie quand même assez incroyable. Tu vois, je suis attiré par un pote à moi qui était négociateur GIGN, tu vois. J'ai envie de faire, voilà. Donc, ouais, podcast, ça me tente bien. Et après, moi, mon kiff,
c'est le jour où j'aurai réussi à offrir 1 million de repas à des enfants malnutris. Voilà, donc je veux trouver un moyen pour faire connaître et que avec ce que je vais pouvoir gagner, je vais pouvoir créer des solutions pour pouvoir offrir des enfants. Ça va être ça en fait, moi. Ça, c'est ton mon ultimate goal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de dire qu'un mec qui vient de la rue, il a offert 1 million de repas, quoi. Par la force du travail, voilà, parce que j'estime que je vais rendre à ce que la vie m'a offerte, quoi. Tu vois, je veux dire. Ça serait ça en fait, mon gros kiff, quoi. Plus que avoir 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Donc, potentiellement, avoir des gens qui te suivent et peut t'aider à atteindre. Voilà, exactement. Aussi, de par les rencontres, tout à fait. Ce que tu as, etc. C'est ça, voilà, ça serait ça un peu l'idée, c'est qu'un jour je puisse basculer sur l'humanitaire, repartir du point de départ, hein, casque bleu, tu vois, le lien, repartir dans le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, donc repartir d'où je viens, mais me servir des 30 ans de négo, 30 ans d'immobilier, de l'audience que j'ai, de l'argent que j'ai, pour arriver à atteindre cet objectif, soit via le jeu, soit via un dessin animé. Avoir de l'impact, du coup, de potentiellement un jour claquer la porte à l'IMO et devenir un entrepreneur social. Ouais. Ok, voilà, c'est intéressant. Ouais. J'ai un goal un peu similaire, mais moi, ce serait plutôt de claquer pour faire de l'écologie, moi. Génial. Tout claquer pour faire de l'écologie, mais pas forcément de l'écologie dans l'immobilier. Ouais. C'est une cause, je trouve, noble. Ouais, qui carrément. me fait marrer, qui va dans le sens de l'histoire. Donc j'ai ce truc un peu de me dire que grâce à l'IMO, tu peux atteindre un patrimoine qui te permet de dire fuck en gros. Ouais, ça serait ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bon, t'as fait le tour de la question, tu sais comment ça marche, t'es arrivé à quelque chose qui te semble juste ou honnête, et à ce moment-là, c'est quoi le sens de ta vie? Donc si c'est le sens de ta vie, c'est avoir, c'est marrant, mais être, c'est bien aussi. Donc tu vois, se rapprocher des gens qui n'ont pas eu cette chance d'être au bon endroit. C'est vraiment, je voudrais repartir du point de départ, en fait. Ok. Et pour toi, ce serait comme on est dans le podcast Les leviers de la liberté, ce serait une sorte de liberté justement de pouvoir te dire maintenant je peux me dédier à cette cause. Ouais, c'est ça aussi. C'est pouvoir me dire je voué à cette cause comme un militaire, je vais voué à l'armée et je vais donner mon énergie, mon réseau, mon pouvoir de négociation pour pouvoir vous aider en fait. Et vous donner ce que la vie m'a donné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait ça, vraiment le. Mais tout en jouant. J'aimerais bien jouer. Tu vois. C'est intéressant parce que je trouve que dans l'immobilier, on nous voit souvent comme des manias qui ne pensent qu'à l'argent. Donc c'est bien de montrer que. Alors moi, non, pas forcément. Alors moi, je pense à l'argent, clairement, mais je me vois pas, je suis pas du stand à avoir 100 logements. Même pas 20, même pas 5. Peut-être même pas un, tu vois. Je serais plus dans cette logique-là. Moi, cash is king. Moi, je veux avoir de l'argent. Je veux être libre. Et avec cet argent, je vais pouvoir faire peut-être 1, 2 opérations par an. Et le reste du temps, je vais le consacrer à découvrir des univers, des mondes où, en fait, il va y avoir un besoin, où je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, quoi. C'est marrant parce que l'IMO, c'est quand même l'univers de la possession. On possède des biens, etc. Et toi, t'adores l'IMO, mais t'es pas soucieux de posséder. Non, parce qu'en fait, pour moi, c'est l'encontre de la liberté. Je me sens emprisonné. C'est-à-dire que si c'est pour avoir une maison et m'obliger à la louer ou obliger d'y habiter, en fait, tu vois, on est en train de parler de obligé, en fait. À moins que si tu es riche, tu t'achètes des maisons. Si tu achètes la maison et que elle est vide, si ça t'amuse d'avoir des maisons et qu'elles soient vides, c'est ton kiff. Si elles sont squattées, viens pas pleurer. Mais ce que je veux te dire, c'est que si c'est pour avoir des maisons et après se gérer tous les locataires ou même le filer à un truc, voilà, ça me. J'ai pas envie de me faire mal à la tête. Et si c'est pour avoir des maisons, autant que j'aille dans un hôtel 5 étoiles et que je reparte au bout d'une semaine et c'est fini. Hein. Ou je loue une maison pendant 15 jours et c'est terminé, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai plus ce schéma de liberté, mais liberté aussi géographique. C'est ça mon kiff. Moi, mon kiff, ça serait... Moi, mon rêve, c'est vivre 3 mois dans un pays, apprendre la langue, 3 mois dans un autre pays, apprendre la langue, 3 mois dans un autre pays, apprendre la langue, 3 mois dans un autre pays, entre 3 et 4 mois. Voilà, ça serait ça mon kiff. Et forcément, apprendre, goûter leur dessert, hein, tu vois, mais voilà, ça serait vraiment vivre localement pendant 3-4 mois dans un endroit. Et c'est pour ça aussi que tu fais du digital, je suppose, parce que tu veux aller chercher ce côté scalabilité, ce côté de plus avoir besoin d'être présent sur le terrain. C'est ça. Donc ça explique un peu toute ta démarche en ce moment de faire plutôt des partenariats avec des marchands de biens et de leur apporter le stack techno, la connaissance. T'as tout compris. De sorte à ce que tu puisses, toi... Voilà, sinon, je me suis dit, si tu continues, en fait, tu t'enfermes dans un truc où tu es tout seul à devoir travailler, tu es obligé de travailler sur ton secteur, donc tu es en train de t'enfermer. Donc c'est, voilà, le chemin, je vais vers là, ouais. Super. Écoute, je crois qu'on a évoqué pas... Est-ce que t'aurais quelque chose d'autre dont tu voudrais parler, qu'on n'a
pas évoqué, ou je sais que tout à l'heure tu avais des questions, on n'a pas eu le temps d'échanger peut-être suffisamment ensemble, je sais pas. Non, je dis que il faut y aller, il faut passer à l'action, comme tu dis, il faut aller, il faut arrêter de regarder, il faut écouter, il faut rencontrer les gens. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est pareil sur LinkedIn, il faut y aller, il faut le premier post, même s'il est que sur une ligne, il faut y aller, il faut y aller. Moi, j'ai fait des posts où il y a eu un like, mais j'ai appris pour en faire un second. Donc il faut foncer, il faut passer à l'action, il faut pas avoir peur de trop bien faire ou de mal faire. Il faut pas avoir peur du regard des autres, hein, parce que dans tous les cas, si tu fais rien, t'es jugé, si tu fais, t'es jugé. Donc dans tous les cas, il faut faire, et c'est valable dans l'immobilier. Et après, il faut surtout s'écouter soi-même, parce que penser que réussir dans l'immobilier, c'est avoir 100 appartements, c'est de la couille en barre. Tu vois, penser que pour faire de l'immobilier, t'es marchand, non. Il n'y a pas que ça, il faut trouver son niche. Il y en a qui vont être dans le viager parce qu'ils ont une relation avec les personnes âgées et qui trouvent que c'est bien de les accompagner. Il faut tester des choses pour arriver à, tu vois, moi je pense que c'est ça. Il faut arrêter d'écouter qu'il n'y a qu'une façon pour arriver à Rome, tu vois. Ouais. Pour aller à Rome, il y a 50 chemins. Donc, et puis peut-être que tu vas commencer par le train bleu et tu vas sortir du train, tu vas y aller à pied. Et de à pied, tu vas prendre le bateau, puis l'avion va tomber en... Enfin bon, t'as compris quoi. Ben, je vois ce que tu veux dire, parce que je pense aussi que l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'un peu les investisseurs, ils suivent souvent des modes, j'ai l'impression, hein. Les modes du Airbnb, mode de la coloc, d'accord, on fait tout ça. Les niches, on va aller sur cette niche, et puis on va changer de niche. Bon, reste dans ta niche et voilà, c'est fais dodo. Mais je suis pas... Ouais, après, chacun voit... Il y a 1000 façons, voilà, d'y arriver. Et je dirais aussi souvent... Mais je pense pas que suivre les modes, ça soit la bonne façon, par contre. Non, moi, en tout cas, c'est pas la mienne. Et je dirais aussi que quand il n'y a pas de plan, il y a un plan. Si moi, tu m'avais dit, Flo, tu vas faire 800 offres d'achat sans visiter, alors que je venais d'acheter ma première maison dans le train à 35 000 euros, je t'aurais jamais cru. Et en fait, c'est parce que j'avais pas d'idée précise. L'idée, c'était que j'étais obligé d'acheter une maison pour pouvoir faire une plus-value, pour me sortir de la merde. Et en fait, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'action qui mène, tu vois, et qui va t'amener sur le chemin. Quand je fais la première appli, je pense pas en faire 5. Quand aujourd'hui, si demain je fais l'IA, c'est parce qu'en fait, il y a eu tous ces chemins. Il y a eu ce chemin qui m'amène à faire l'IA et la rencontre aussi. Tu vas, tu fonces, tu prends des feedbacks, t'analyses le marché. Ouais, moi, je suis du genre. Mais souvent, c'est bien de pas, je trouve, quand tu fais des choses, de pas savoir toutes les galères que tu vas rencontrer. Moi, j'ai ce côté un peu dans l'IMO insouciant. J'arrive comme ça, les gens sur LinkedIn ils disent mais tu te rends pas compte et nanana. C'est justement parce que je me rends pas compte que je vais faire un truc fou, je pense. Ouais, mais aussi ils savent pas. Sinon, je le ferais pas peut-être. Ils savent pas l'intelligence business que t'as peut-être. Hein. Ils savent pas ton pouvoir de négociation. Ils savent rien. C'est-à-dire que face à une situation, tu vois, s'il y en a un qui arrive à cuver une grenade, il y en a un qui saute par la fenêtre, il y en a un, tu vois ce que je veux dire, chacun va pas réagir pareil. Donc peut-être toi un obstacle, c'est pas un obstacle. Tu vois, moi je mets un coup de pied, c'est plus un obstacle, tu vois. Donc en fait, les gens, pour eux c'est un obstacle, mais pour toi c'est le chemin. Et je dirais que il faut foncer. Moi je suis le genre de mec, je paye pour apprendre. Alors c'est facile à dire, mais au début, il faut passer à l'action. Et peut-être qu'avec ces 10 000 que tu as gagné, tu vas payer pour faire quelque chose et tu vas apprendre. En faisant pas forcément de la formation. En fait, je passe par l'action pour apprendre. Ouais. C'est en faisant que je vais pas, tu vois, par exemple, le projet IA, ça va faire peut-être gueuler les gens, mais j'ai pas fait un business plan. J'ai dit voilà, mon projet c'est ça. On m'a dit Flo, je suis tombé amoureux de toi, du projet, je fonce, j'y vais, on y va, c'est parti. Moi, souvent mon mantra je le répète souvent dans pas mal de bases, c'est learning by doing. Donc je suis carrément en phase avec toi et en faisant. Sinon, en écoutant tout le monde et des avis divergents. Mais non, parce que face à une situation, tu vas pas réagir pareil. Moi, face à une situation, si je t'explique ma dernière situation, tu vas être peut-être en panique. Alors que moi, tu vois, je vais gérer et inversement. Et en fait, tu sais même pas comment tu vas réagir face à la situation. Parce que tu l'as pas vécu, la situation. C'est comme si tu te dis, ouais, putain, l'accouchement, mais attends, mais le jour où tu vas vivre ce moment-là, le jour où tu auras ton enfant, c'est là que tu vas réaliser ce que c'est d'avoir un enfant ou quand tu vas être à la guerre. Moi, quand on m'a dit, tu pars à Sarajevo, j'ai flippé. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es en train de créer des peurs où en fait, tu le vis pas. Attends d'y être. Quand tu y es, forcément, tu dis, ah ouais, ça fait peur, mais ça va. Tu vois, et tu te rassures parce que tu dis, ah ouais, putain, franchement, ça va, je gère. Tu vois, des fois, j'ai peur, mais là, c'est normal que j'ai peur. Et tu sais, mon père, il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, mon fils, dans la vie, il n'y a pas des réponses à toutes tes questions. Dans la vie, tu peux pas avoir des réponses sur tout. Déjà, tu peux pas avoir des réponses sur des choses que t'as pas faites. Et puis, tu peux pas tout savoir, quoi. Tu veux savoir que pourquoi 1 et 1 font 2, ou tu veux savoir que la Lune, au bout d'un moment, si tu veux tout savoir, putain, mais c'est pas fini. Donc, dis-toi qu'il n'y a pas de réponse à toutes tes questions. Des fois, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui est génial. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je trouve ça cool comme mot de la fin. Donc, je te remercie. J'ai appris plein de choses. Merci à toi aussi. Et si vous vous intéressez
au métier de marchand de biens, n'hésitez pas à le suivre, notamment sur LinkedIn. Florent Albero, 70 000 abonnés. Il envoie du post tous les jours. Donc, allez-y, c'est cadeau. À bientôt pour le prochain épisode. Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui.